On est prêt. C'est parti. Bonjour à tous et bonne journée. C'est tout? Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, je suis avec Olivier Lambert, qui est descendu. T'es descendu de loin, toi? Saint-Georges-de-Beauce. C'est parfait. C'est à côté de Longueuil. C'est juste à côté. C'est loin. Mais Chicoutimi, tu ça? non. Tu vois pas Chicoutimi, non. Repartis. Moi, je suis un gars de Saint-Georges-de-Champlain, qui est dans la région de la Mauricie. Ceci étant dit, je me suis fait importer par une demoiselle de la Beauce. Donc, maintenant, j'habite à Saint-Georges-de-Beauce. Puis moi, quand j'étais jeune, Saint-Georges, je pensais que le vrai Saint-Georges, c'était Saint-Georges-de-Champlain. Puis maintenant, mais là, si tu me le demandes, le vrai Saint-Georges, c'est lequel? Ben, bien sûr, c'est Saint-Georges-de-Beauce. Donc ça, c'est au-dessus de Québec. C'est en dessous de Québec. En dessous de Québec. C'est 1 heure au sud de Québec. Je t'ai pas fait déplacer pour rien. Alors, je parle souvent de toi dans mes podcasts parce que toi, t'as été propriétaire des studios Les Bunkers. Oui. Donc, j'en parle souvent. À chaque fois, je pose la même question aux invités. Je dis, qu'est-ce que t'en penses des studios? Parce que quand c'est vraiment sharp et tout. Puis d'ailleurs, je vais te demander de regarder la caméra parce que je vais te faire voir en bas ici, ok, qu'on peut changer le fond parce que les gens... Faut que tu regardes ici, faut pas que oui, ok. Les gens ne croient pas qu'on peut changer de fond. Donc, C'est pas vraiment une bibliothèque. je leur montre tout le temps qu'on peut changer de fond. Donc, aujourd'hui... Oh non! Quand tout tunisé sur l'ordi, je voulais pas que tu le vois. J'étais quand j'espère qu'il va pas m'avoir Jenny Cornet. Donc, pour ceux qui sont sur Spotify et non sur YouTube, j'ai mis juste le fond d'écran. J'ai mis Mark Cornet et je vais remettre la bibliothèque. Si tu veux qu'on parle de politique, j'ai un fond que c'est un drapeau canadien. Ouais, je sais, là dans le vent. Là. J'ai déjà vu, mais je vais garder la bibliothèque. Bienvenue Olivier, je suis super content que tu sois là. Peux-tu te présenter un petit peu de ce que tu fais dans la vie, de ce que t'es parti, de ce que les bunkers. J'aimerais ça qu'on parle aussi des bunkers aussi beaucoup, tu sais, toute l'automatisation. On va parler de beaucoup de choses parce que je pense que t'es quelqu'un dans mon entourage, en tout cas, qui connaît beaucoup de sujets, qui, dans le fond, je trouve que t'es quelqu'un qui a continué d'apprendre. Tu sais, je trouve que habituellement les gens, ils vont à l'école, ils ont un métier, puis c'est bon, ils connaissent ce qu'ils ont. Que tu sais, toi, je te vois souvent te renseigner, tu t'aimes apprendre quand tu postes tes trucs, tu sais, comme toutes les lumières et les trucs, c'est des choses que tu connaissais pas. Tu sais, tu m'as dit, tu avais même appris pas à coder, mais à faire le 3D, puis tout là, tu m'avais dit ton design 3D. D'ailleurs, les lumières que j'ai installées au studio, la raison pourquoi que j'étais toute fière, c'est parce que c'est des trucs en plastique. Ce que je les ai designés, je les ai fait imprimer, puis ça m'a pris comme 4 jours back-à-back imprimer tous ces trucs-là. Ouais, c'est quand même long. Puis là, tu l'imprimes, puis là, ça marche pas, fait que là, faut que tu recommences. Puis là, bref. C'est-tu cher faire ça? Non, c'est pas cher. En fait, je dirais qu'en plastique, là, normalement, si j'avais besoin d'acheter le même produit sur Amazon, genre de housse là, pour les lumières, les gens ne savent aucunement de ce que je parle. Mais bref, le produit sur Amazon, ça va 120$. Moi, ça me coûte peut-être 4,50$ de plastique. Là. Ah oui, OK. Fait que, puis moi, je peux le faire selon les paramètres que j'ai besoin. Ce qui est beaucoup mieux. Non, ça c'est sûr. Donc toi, dans le fond, je sais que t'es très bon dans tout ce qui est marketing, publicité Facebook. J'avais d'ailleurs suivi ta formation sur publicité Facebook à l'époque. Back in the days. Mais en fait, peut-être que je vais faire un petit recap. Ah, vas-y, ben ouais. De tout ça. Moi, j'ai commencé à vendre des cours en ligne en 2014. Ouais. J'ai commencé à bloguer en 2012. En 2014, j'ai commencé à sortir mes formations. En 2012, déjà, les gens disaient que le blogging, c'était un peu mort. C'était pas mort, c'est encore très, très vivant. Et c'est pour ça que des fois, quand les gens ils vous disent qu'il y a une opportunité, c'est trop tard pour cette opportunité-là, non, c'est pas trop tard. Il faut juste que, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile, mais c'est pas trop tard. C'est comme si tu dirais aujourd'hui de partir un podcast ou de partir commencer à vouloir poster sur les médias sociaux. Il est trop tard pour ça. C'est pas trop tard. Tu sais, il y a encore de la place. Il faut juste que tu fasses ta place puis que tu te battes. Moi, j'ai été quand même chanceux parce que j'ai jamais eu vraiment énormément de gens qui ont voulu se partir des blogs. C'était assez facile d'aller chercher une certaine notoriété à ce moment-là. Sauf que regarde, j'avais comme 18, 19, 20 ans. Là, j'étais pas très vieux. Donc, c'est assez difficile d'avoir une grosse notoriété à cet âge-là. Mais quand même, j'ai donné comme plein de conférences dans des événements crédibles avec des foules, etc. Fait que pour un gars de 19 ans, c'est quand même une expérience qui est le fun. En 2014, j'ai lancé ma première formation sur la publicité Facebook que tu as mentionné. Et ça a été comme le tremplin qui m'a permis de sortir là, du mode employé à comme entrepreneur. Okay. Avant, je travaillais au marketing chez Voyage à rabais. En fait, moi, j'ai fait mon baccalauréat en communication sociale. Pire bac du monde. Faites pas ça, ça sert à rien. Et pendant que je faisais mon bac, comme un gars intelligent, ce que je faisais, c'est que je travaillais en bas du salaire minimum. À cause que je voulais apprendre puis développer mes skills. Donc, je disais à quelqu'un dans mon entourage, « Hey, je vais faire ton site web. Je vais programmer de A à Z. Puis je vais faire sur tes specs puis tu vas être content. Puis j'arrêterai pas de travailler tant que tu seras pas content. Puis tout ce que je vais te charger, ça va être 300$. »
Fait que là, j'ai peut-être mis, je sais pas moi, comme 3, 4, 500 heures sur son truc. J'ai juste été payé $300, bon, très en bas du salaire minimum. Mais ça m'a permis d'apprendre. Right? Fait que je pense que le modèle fondamental de l'école où tu payes pour apprendre quelque chose, ça fait aucun sens. C'est beaucoup mieux de te faire payer pour apprendre en prenant des peanuts. Je veux dire, c'est mieux de prendre 10$ puis d'apprendre quelque chose que de payer 30 000 puis d'apprendre quelque chose qui n'est pas nécessairement d'actualité. Là. Quand tu es sur le marché du travail, ce que tu apprends, c'est utile aujourd'hui. Tu as le feedback du client aussi. Maintenant, je trouve que les universités sont très, très, très loin du marché du travail. Puis qu'est-ce que tu apprends dans les universités, soit que c'est en retard ou soit que c'est juste dans une autre sphère complètement, c'est de déconnecter de la réalité au niveau des attentes les attentes de générer des profits de l'entreprise, puis les attentes sociales de qu'est-ce qui sont enseignés dans le bac, ou ce qu'au final, on s'en fout. On s'en fout. L'important quand tu as une business, c'est pas de cocher les cases de DEI, c'est de faire la c'est ça, ce que tu fait, j'y profite pas. Ouais. Mais je te coupe, mais je regarde un podcast qui s'appelle Sans permission, que je parle aussi. C'est le seul podcast vraiment que je regarde dans la vie. Et dans le fond, les mecs sont à Dubaï. C'est un Suisse qui a fait de la formation en ligne depuis longtemps, s'appelle Yomi Denzel. Un autre gars, c'est Oussama Amar, qui lui, c'est un Français qui avait un private equity en France qui s'appelait De Family. Puis un autre gars, Antoine Blanco, qui lui, c'est comme aussi de la formation en ligne, mais qui est un peu moins avancé que les autres. Eux sont multimillionnaires, puis ils partagent leur compte tout le temps. Puis le gars, Yomi Denzel, il est allé à Harvard à l'époque faire un échange et il dit que c'est le plus gros scam que les gens ont. Puis lui, c'est un gars qui est très studieux. L'autre, Oussama Amar, c'est pareil, c'est un gars qui a fait prépa, HEC Paris, puis tout. C'est pas des gens comme qui ont un secondaire 5 puis ils sont venus à l'école, c'est de la merde. Non, ils sont allés à l'école, ont eu des diplômes universitaires et ils disent dans 10 ans... en fait, Yomi Denzel, il dit, il y a 10 ans, quand tu as commencé à dire que l'université, etc., c'était de la merde, à part, comme il dit... Tu veux te former sur un métier en particulier, que ça te prend un diplôme, chirurgien, avocat, des trucs comme ça. Oui, fine, c'est important. Mais il dit, de l'université pour dire, ok, je vais apprendre des skills, c'était mieux que tu vas les apprendre dans la vraie vie quand tu vas commencer à travailler ou quand tu vas te lancer à ton compte ou peu importe. Il disait, il y a 10 ans, il y avait 20% de personnes qui étaient d'accord avec lui. Et il dit, plus les années passent, puis plus les gens sont comme, ouais, t'as raison, c'est vrai que maintenant de te forcer à l'université, que c'est moi, mes parents, c'était comme, faut aller à l'université. C'est important. Si t'as pas l'université, tu réussiras pas ta vie. C'était ça le discours que, en tout cas peut-être en France, je sais pas ici au Québec, mais nous c'était comme ça à l'époque. Encore là, j'ai rien contre les gens qui vont à l'université, mais pour être dans le milieu du travail depuis longtemps et de comparer le monde, que ce soit en business ou dans le milieu du travail tout simplement, pour avoir géré du monde, c'est pas vrai que ceux qui ont fait l'université sont des meilleurs. Moi, surtout en RH, là, il y en a qui n'ont pas d'études, des hautes études en universitaires, en RH, puis qui clenchent pas mal de monde en productivité, efficacité, recrutement, ou faire des dossiers, gérer des dossiers plus épineux. Je vois pas de différence. C'est certain que ça va te mettre un plancher au niveau des des compétences, mais des aptitudes de travail, dans le sens de la discipline. Ça prend une certaine discipline pour être capable de passer à travers l'université. Ceci étant dit, faut pas qu'on mette tous les bacs, tous les programmes universitaires dans le même panier. Ce que je trouve qui est vraiment dommage, c'est que tu as certains diplômes, on va pas les nommer, qui font baisser la crédibilité et la réputation des universités. Je veux dire, si tu en vas en génie, là, peu importe le programme que tu prends, que ce soit en électromécanique, que ce soit en génie civil, peu importe, tu vas avoir une bonne éducation, puis ce que tu fais, ça va être important. Ouais. Puis au bout de la ligne, tu vas apporter une valeur réelle à la société. Puis ces programmes-là sont super importants. Je veux dire, si tu veux étudier en médecine, même les avocats, les fiscalistes, c'est toutes des études qui sont très, très importantes. Et je trouve ça dommage, justement, parce que on met tout dans le même panier. Puis je vais peut-être m'attirer un peu de critiques là, en disant ça, mais moi, je pense qu'on devrait même séparer les sciences naturelles, les sciences comme concrètes, de tous les autres types de sciences. Genre, on devrait... Ça, c'est l'université, right? Puis après ça, tu as un autre type d'école, un nouveau nom qu'on appelle, juste parce que c'est pas la même chose. Tu sais, les lois comptables, c'est pas des lois naturelles. Hein, c'est des construits sociaux. Et ils peuvent changer ces lois-là. On peut décider de changer les principes de comptabilité parce que ça serait con, là. Parce que ce qu'on a fonctionne bien. Mais on pourrait décider un consensus social de dire, bon, ben, c'est plus comme ça qu'on fait ça. On a une autre patente qu'on a développée qui fait plus de sens pour une raison X, Y, Z. Fait que c'est pas des sciences naturelles, c'est pas des choses qui sont universelles. Je pense qu'on devrait universel à l'université, right?
on devrait séparer ça. Mais bref. Fait que moi, j'ai fait mon bac en communication sociale. Pour le bac en communication sociale, allez pas là-dedans. Pour les autres, c'est votre choix. Je dis salut à tous mes professeurs que j'adore. C'est ça. Merci d'avoir marqué la vie. Mais pendant que je suis à l'école, c'est ça, j'étais consultant puis je travaillais là, je faisais des mandats à gauche puis à droite. Et chaque mandat que je faisais, je détaillais qu'est-ce que j'apprenais sur mon blog. Blog que j'ai programmé de A à Z. Je n'étais même pas sur WordPress, j'avais fait mon petit CRM, puis tout, mon petit CMS, puis tout était construit. Tout ce que j'ai fait, c'était en fonction d'apprendre quelque chose. J'ai commencé à faire mon blog pour apprendre comment programmer. J'ai commencé à faire des formations en ligne pour apprendre comment faire la vidéo puis du montage. Donc, chaque projet que j'ai est une excuse pour apprendre quelque chose qui me donne le goût, que j'ai le goût d'apprendre. Avant. Et là, avec les studios, il y a comme 1000 choses que je peux, 1000 area que je peux comme aller plus en profondeur dans, dont entre autres l'électronique, la domotique, le marketing, la production vidéo, mais là, au studio de Québec, puis maintenant celui de Sherbrooke, toutes les caméras sont complètement automatisées. Et toi, ça fait un certain temps que tu n'as pas été à Montréal, mais il y a une nouvelle innovation que j'ai faite à Montréal, que quand tu t'en vas dans le studio, tu as les presets, là, je vais les racheter ici à Saint-Hubert bientôt, justement avec les nouvelles lumières que j'ai installées. Ça va faire en sorte que quand tu arrives au studio, tu vas avoir des presets, 1, 2, 3, 4, que tu vas pouvoir enregistrer. Okay. Et le studio sait t'es qui. C'est parce que on a la réservation en ligne, il sait que c'est toi qui es là en ce moment. Donc, quand tu vas arriver, il va charger le preset numéro 1 que toi, tu as décidé. OK. Fait que quand tu t'en vas à Québec en ce moment, puis que tu as un preset numéro 1 qui est enregistré, c'est attitré à toi, c'est ton preset. Ça se partage pas en fil utilisateur. Et fait que là, tu rentres, la position, le zoom des caméras, la hauteur des caméras, la force, les couleurs de tout l'éclairage, tout ça s'ajuste automatiquement. Il reste vraiment juste là, la hauteur du bureau. Puis même les toiles maintenant sont rendues motorisées. Fait que les toiles noires, vertes, blanches, les rideaux, c'est ça que tu vas avoir. Ça aussi, c'est automatisé. Fait que tout ça, c'est des choses que, il faut que j'apprenne à faire l'électronique, il faut que j'apprenne à faire la programmation, il faut que j'apprenne à faire un paquet de trucs. Moi, je trouve ça vraiment fascinant, mais probablement qu'il y a énormément de gens qui font comme « Oh my God, ça a l'air pénible. » Mais moi, j'aime ça. Ouais, moi j'aime ça aussi. Moi, j'aime apprendre. Puis c'est bizarre parce que j'étais pas studieux, mais j'aime apprendre maintenant. Je suis content, je lis toujours un site, ça s'appelle « Se coucher moins bête ». C'est des petites anecdotes qui passent du coq à l'âne, là, ça comme par rapport, là, ça peut être de l'histoire, de la politique, de la finance, des faits divers, peu importe. J'aime, quand il y en a des bonnes, j'aime les retenir, les envoyer à des gens que je connais ou quoi, puis j'aime apprendre. Je suis content d'apprendre des nouvelles choses, puis je trouve ça cool. Je trouve ça cool après de les partager également. Là, les studios, pour moi, je trouve ça vraiment malade. Là, le concept que t'as, c'est incroyable. C'est quoi que tu te vois, mettons, dans 5, 6, 10 ans avec ces studios-là? T'as-tu une idée? Mais c'est sûr que, moi, il y a des limites là à qu'est-ce que je suis capable de faire seul. Donc, éventuellement, il va falloir que je fasse passer le niveau à une étape supérieure, soit en engageant quelqu'un, en ayant cherché des partenaires, ce genre de choses-là. Mais qu'est-ce que je pense qu'il est important de faire comprendre, c'est que le modèle d'affaires et l'innovation du studio, c'est pas juste le fait que le studio est automatisé puis qu'il y a des innovations au sein de l'automatisation. Parce que j'ai mis j'ai comme mèche ensemble un paquet de technologies qui n'ont aucun rapport. La technologie que je prends pour contrôler les micros, à cause qu'il n'y a pas de console là, pour pas mêler les gens, c'est la même technologie qu'ils utilisent dans la plupart des églises aux États-Unis. OK. Qui aurait pensé prendre ça pour automatiser des studios vidéo? Personne. Genre, tout le monde prend la même console sur le marché, mais ça prend quelqu'un pour l'opérer. Mais moi, ça me prenait quelque chose qui était comme plus simple que ça, que j'étais capable de gérer à distance, complètement par logiciel. Fait que là, je suis tombé sur cette petite affaire-là. Je fais wow, OK, c'est cool, je vais prendre ça. Fait que l'innovation, c'est le modèle d'affaires. Il y a personne au studio. Tu réserves, tu rentres, c'est complètement autonome, c'est facile, tu t'installes devant le bureau, tu te regardes là, tu fais un petit test de son vite, tu appuies sur le bouton pour enregistrer, tu dis ce que tu as à dire, tu réappuies sur le bouton pour arrêter, tu branches ton disque dur, tu swipes les fichiers, tu t'en vas chez toi. That's it, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai des personnes âgées, j'ai des personnes qui sont aucunement techniques, qui détestent la technologie, puis qui me disent « Oli, jamais de ma vie, je pensais que j'aurais été capable de créer du contenu de cette qualité-là. Merci. » Puis la qualité vidéo que t'as, c'est ce que je parlais souvent avec Reggie qui fait le podcast des deux fiscalistes, qu'avant ils étaient dans un autre studio, sont embarqués avec toi. C'est ce qu'ils me disent, la qualité est pas pareille. Nous. La qualité vidéo, après t'es chiant, je dois te le dire. T'es quelqu'un qui est chiant, je plaisante, mais t'es quelqu'un qui
Non, mais ta qualité, ton souci du détail, je pense que t'es le pire gars que je connais pour vrai. Mais ça fait la qualité après qu'on a. Comment je veux dire? Des fois, je suis comme même si j'étais ta blonde, je pense que je pourrais pas, genre. Mais est-ce que chez toi, c'est genre ultra clean? Non, mais rangé, comment ça dépasse, ça marche pas? Non? Non, mais ça, c'est fait pour que ça dépasse, pour que les gens... Oui, non, je sais, mais il fallait que je trouve un truc. Non, je suis vraiment pas... Ma blonde te dirait, Oli? Propre, Oli? Ah ouais, sérieux? Ok, mais j'aime quand c'est organisé. Ceci étant dit, je vois pas la poussière, là. Ma blonde, elle me le dit toujours. La maison est vraiment sale. Je regarde autour, je suis comme, hein? Ramasse par terre, t'as laissé tes chaussettes traîner. Oh, mais bon, ça me prend les lunettes, hein. Donc j'imagine que c'est ça. Mais non, as-tu toujours été comme ça, de vouloir automatiser tes choses, parce qu'avant ça existait pas. En tout cas, je suppose tout ce qui est l'automatisation que tu fais. Mais ok. Donc, je suis un peu un cordonnier mal chaussé. Chez moi, tu sais, j'expérimente à la maison. Ensuite de ça, je peaufine dans les studios. Donc, tout ce qui est dans le studio, c'est comme vraiment comme final, puis j'ai bien testé, puis je sais que ça va être clean. T'en planteras pas un truc. Chez moi, c'est un peu comme une shop, là. Tu sais. Okay, ouais, je comprends. Tu fais tes tests. C'est ça. Mais j'adore optimiser les processus. Je trouve que c'est une passion pour moi. La productivité a toujours été une passion. J'ai écrit un livre qui s'appelle Double ta valeur. Ça fait quand même un certain temps, ce qui est sorti en 2019, right? Okay. Peu importe. Puis dans ce livre-là, justement, je parle de l'importance de streamliner tes processus, d'automatiser tes choses, d'optimiser ton parcours de vie au niveau des négociations pour aller chercher du levier. De chaque action que tu prends devrait être automatisée. Et moi, je me rappelle pas exactement c'est qui avait dit ça quand que j'étais jeune. J'ai comme vu quelqu'un qui parlait de l'importance du coût d'opportunité dans la vie. Il y avait une personne qui était comme handicapée, donc elle avait vraiment pas beaucoup d'énergie, elle était pas capable de faire beaucoup de choses dans la journée, mais elle pouvait faire une chose. Right? C'était capable elle prenait toute son énergie, elle était capable de faire une petite affaire. Puis cette personne-là était multimillionnaire puis elle est partie de rien. Et la raison qu'elle donne pour la raison pour laquelle elle a été capable de se rendre jusque-là, c'est que lui, il a tellement un coût d'opportunité intense sur tout, à cause qu'il peut juste faire une chose. Ouais. Donc, il faut qu'il décide cette affaire-là avec énormément de soin. Donc, dans ma tête, ce que tu fais, sur quoi tu travailles, comment est-ce que tu travailles sur cette affaire-là est excessivement important et une tâche qui vaut... Il n'y a rien de plus inefficace que de faire une tâche qui ne devrait pas être faite de façon parfaite. Okay. Tu vois? Ouais. Donc, ça a toujours été, là, depuis que je suis petit, là, ça a été mon thinking. Et je suis content que tu trouves ça chiant. Non, mais je suis content, je plaisante, là, mais t'es vraiment quelqu'un dans les personnes que je connaisse qui est vraiment très organisé, puis que ça doit être qui vise l'excellence. Mais en même temps, le modèle d'affaires des bunkers ne permet pas autre chose que l'excellence. Ouais. Et ça, c'est important. Moi, il y a Elon Musk, les gens ils vont pouvoir dire ce qu'ils pensent d'Elon Musk, que tu l'aimes ou pas. Il a dit quelque chose que j'ai trouvé excessivement pertinent à un moment donné. Il a dit, pour moi, quelqu'un qui rentre dans une Tesla, chaque action qu'il doit prendre, c'est une erreur. C'est un point d'échec dans l'engineering de la voiture. C'est bien dit. Et c'est la même approche que je prends dans les studios. Et à chaque fois c'est pour ça que je fais un gros onboarding, que je fais la formation, puis que je fais des follow-up toujours avec les gens, à cause qu'à chaque fois que j'implémente quelque chose, je veux savoir comment est-ce que les gens l'utilisent et est-ce qu'ils l'utilisent de la façon que je voulais qu'ils l'utilisent ou ils l'utilisent pas. Est-ce que c'est intuitif? Est-ce qu'ils le font sans que je leur explique? Ou faut absolument que je leur dise, OK, faut que tu fasses ça, après ça, tu fais ça. Puis, donc, ça ne peut pas ne pas être optimisé comme ça parce qu'il faut que n'importe qui soit capable de l'utiliser. Et les cerveaux des gens sont tous très, très différents. Des fois, je suis surpris là, de la façon créative que les gens peuvent se mêler à les institutions que je donne. Donc, c'est important, le choix des mots, à quel point il faut que ce soit clair dans la documentation. Tu prends des screenshots tantôt, puis tu fais des flèches. Souvent, les gens ils vont me dire, pourquoi est-ce que tu fais pas des vidéos pour présenter tes processus, tes procédures? Parce que je peux pas itérer à travers des vidéos. Si je fais une vidéo, ça va me prendre une semaine à la faire. Et puis, une fois qu'elle est faite, là, elle va rester là. Sauf que ma procédure, ça se peut que je la change 5 fois avant que je tombe sur la procédure qui va faire en sorte que n'importe qui va être capable de la suivre sans même avoir besoin de lire le texte qui l'explique, tu sais. Fait que, c'est ça, j'ai pas le choix. Puis, il y a chaque chose que je rajoute est vraiment douloureux pour moi parce que chaque fonction est aussi un point d'échec.
Fait qu'il faut vraiment que ça soit le plus simple possible. Puis c'est comme ça dans toutes les procédures d'affaires, que ce soit pour la comptabilité, pour le marketing. Je pense que c'est vraiment important pour les entrepreneurs d'avoir cette obsession-là à couper. Parce que sinon, on se retrouve avec une montagne de n'importe quoi. Je disais, je me souviens plus du nom de la business. Là, le gars, il y a une grosse business de télécom qui est mondiale. Puis il expliquait comment il arrivait, comment il mettait les processus pour éviter les erreurs. Et il disait, peu importe qui dans la vie, qui fait des appels de vente ou quoi, quand tu composes, tu vas faire une erreur. Sur 10 numéros de téléphone que tu vas taper, tu vas faire une fois une erreur. Et lui, donc, ils essaient de trouver des moyens. Donc, que tu cliques dessus, mais à un moment donné, ça prend que la personne rentre aussi son téléphone. Bref. Puis, il y a aussi le paradoxe du choix qui disait que chaque choix que ton cerveau y fait, ça demande une quantité d'énergie plus ou moins intense, et que ils essayaient, les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires, de prendre le moins de choix possible pour moins fatiguer le cerveau, et que chaque choix qu'ils prennent, c'est un choix qui est vraiment, ils en prennent le moins possible dans leur journée pour que quand ils en prennent un, ce soit le bon choix. Puis il y a même des coachs en prise de décision. Il y a des livres sur les prises de décision pour prendre des meilleures décisions. Et c'est pour ça qu'ils disaient que, mettons, Obama, Mark Zuckerberg, etc., s'habillaient toujours de la même façon, que c'est pas eux qui décidaient qu'est-ce qu'ils mangeaient, parce qu'ils veulent prendre des choix que ça a un impact significatif quand ils prennent un choix. Ah, Ça s'appelle le paradoxe du choix. J'ai toujours un t-shirt noir avec des pantalons noirs. Aujourd'hui, j'ai mis une chemise pour le micro, mais C'est gentil. moi aussi, j'ai tout ça. Non, mais à cause de ça, à cause que j'avais entendu parler de ça, je me suis dit, ça fait du sens. Fait que là, j'ai juste tout jeté mes autres chandails. Moi, je parlais même. Je veux qu'on change de sujet. Oui. Mais tu peux toujours continuer à rembarquer. C'est pas préparé l'épisode. C'est le seul d'ailleurs que depuis le début que j'ai pas vraiment préparé. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'économie politique, parce qu'on est vraiment en plein dedans, sans donner tes allégeances politiques, même si tu le fais sur ton Facebook, ben ouvertement. De l'économie, des retraites, d'investissements boursiers, donc un peu de tout ça. Je te lance la balle. Comment tu trouves, toi on vit au Québec, Canada, comment tu trouves un petit peu tout le système politique, les déficits qui s'en viennent? Est-ce que tu vas être papa bientôt? Est-ce que tu as peur pour ton futur petit garçon? Comment t'entrevois ça avec tout ce qui se passe? Est-ce que tu as encore confiance en la politique? Non. N'importe qui fait confiance à un politicien, c'est comme quelqu'un qui s'en va aux danseuses puis qui fait confiance à la danseuse. Tu l'as vu sur Facebook? Sur Facebook, ça fait aucun sens. Je veux dire, tu peux pas croire en politicien. Le genre de personne qui veut devenir un politicien, c'est le genre de personne qui est prête à mentir sans se sentir mal. Je veux dire, ils disent qu'est-ce que tu veux entendre et ça finit là. Ils veulent juste se faire réélire. C'est ça la game. Tu peux pas leur faire confiance. Le problème, c'est que, écoute, mes allégeances politiques, entre guillemets, sont assez simples. Moi, je me décris comme un libertarien, anarcho-capitaliste. Donc, l'État, pour moi, est immoral. À mon sens, il ne devrait pas avoir d'État. Je suis quand même capable d'être flexible dans ma position puis de considérer qu'un petit État pourrait être acceptable, parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement la société qui serait capable de s'auto-gérer de façon anarchique. Puis anarchique, ça veut pas dire que c'est le chaos, ça veut juste dire sans gouvernance. Donc, si on regarde la planète, la relation entre tous les différents pays, c'est une relation anarchique. Parce qu'il y a personne qui dit, il n'y a pas une autorité centrale mondiale qui se permet de dire qui a le droit de faire quoi. Fait que l'idée, c'est d'avoir, personnellement, aussitôt que tu me dis qu'on va être capable de restreindre un peu l'État pour faire en sorte qu'elle sorte de nos vies, et puis qu'on soit capable de prendre des décisions économiques nous-mêmes. Je te coupe encore parce que j'aime beaucoup faire ça. Mais c'est l'une des promesses qui revient le plus souvent, c'est de couper la taille de l'État. Et à date, je disais justement, j'ai fait un épisode sur les promesses tenues et non tenues. Il disait que justement 48% des promesses de Trudeau n'avaient pas été tenues. Et l'une des promesses de la CAQ, etc., c'est de diminuer la taille de l'État. Ouais. Et à date, il y en a aucun qui a réussi à le faire. Ça a juste engagé, je pense, 80 000 personnes de plus. Je sais pas, mais c'est énorme. On est au Canada, on est dans les tops des pays où est-ce qu'il y a le plus de fonctionnaires par habitant. Ça n'a aucun sens. Si tu prends la somme des budgets des provinces, du fédéral et des municipalités, on est à 67% du PIB. Donc, 67% de tous les dollars sont confisqués et réalloués. C'est mind-blowing.
c'est pas pour rien que l'économie va pas bien. C'est à cause de ça. Right? À cause que il y a rien de moins efficace que quelqu'un qui dépense l'argent de quelqu'un d'autre pour régler le problème d'une autre personne que la personne qui est taxée, mais qui concerne même pas ce problème-là. Sur les 30 pays très développés au monde, le Canada était 28e au niveau de la croissance du PIB. On est avant-dernier. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est honteux. Le refus de développer nos ressources naturelles au Québec, c'est complètement stupide. Penses-tu... j'adore te couper, mais ma nouvelle passion. Penses-tu que c'est de la BS, donc de la bullshit, tout ce qui est énergie verte et tout? Ouais. Y crois-tu vraiment à ça, ces conneries? Oui, ils croient. Je dis pas que c'est des conneries, le changement climatique, etc. C'est pas ça que je dis, mais qui mettent autant d'efforts là-dessus, puis que eux, les mecs s'en vont en jet, qui s'en vont ceci, cela, qui, tu sais, je veux dire, moi j'ai été végétarien pendant des années, pendant 5-6 ans, puis une fois je nettoyais ma voiture dehors, puis quelqu'un m'a fait une réflexion, tu consommes de l'eau, puis j'étais comme, ouais, mais ça fait 6 ans que j'ai pas mangé un steak, puis toi, ce soir, ton steak va te coûter plus d'eau que moi, je nettoie mon auto, tu sais, parce qu'il disait que justement, produire de la viande, nourrir les vaches, etc. Puis à un moment donné, j'étais comme, est-ce que c'est vrai tout ça? Comme par exemple Subway, à l'époque, s'était fait péter parce que ils avaient une poubelle, côté recyclage, côté poubelle. Donc c'était séparé par un couvercle et en fait quand t'enlevais le couvercle, c'était la même chose. Donc tu dis est-ce que c'est pour faire beau? Est-ce que c'est vrai l'énergie? Comme ce matin j'écoutais Éric Duhem qui était je sais plus trop à la radio ou à la télé. Et c'est ce qu'il disait, la taxe carbone, il dit pourquoi c'est nous le Québec qu'on consomme pour 0,001% des gaz à effet de serre au monde, qu'on devrait payer pour un truc qui ne marche pas. Donc la fille, elle était comme, donc vous croyez pas l'environnement? Il dit, si ça marchait, ok, fine, mais là on le voit bien que ça ne marche pas. Ce qu'on devait réduire, ça n'a pas marché. Donc je me dis, qu'est-ce qui se trame en arrière de ça? Si tu veux savoir si un environnementaliste est le moindrement sérieux ou pas, tu lui demandes, OK, est-ce que tu es pour le nucléaire? Alors, tu es contre le gaz, fine. Est-ce que tu es pour le nucléaire? S'il dit qu'il est contre le nucléaire, cette personne est fondamentalement anti-humanité. C'est un peu comme un genre de culte, tout ce que tu as, la planète qui est Gaïa, qui est comme l'entité qu'on révère avec le original sin, le péché original, un concept chrétien de t'es né avec le sin de Adam que bref, manger la pomme. Toute cette histoire-là. Donc, il y a énormément de tropes religieuses à l'intérieur de ça. Puis moi, je suis une personne qui croit qu'il y a un instinct religieux, c'est-à-dire que toutes les personnes, on veut... tu sais ce que je viens de te dire, là, il y a comme certains types de narratives qui nous captivent et qui nous forcent à vouloir s'identifier à ces choses-là. Et que ce soit autant au niveau de l'environnementalisme, que ce soit au niveau d'une religion reconnue, ou que ce soit, tu sais, même Bitcoin, à un certain moment donné, c'est un peu comme une religion. Oui, bien sûr. Donc, ouais, si tu crois pas au nucléaire, je veux dire, t'es juste contre l'humanité, tout simplement. Puis tu as parlé de la taxe du carbone, puis ça, c'est un très, très bon exemple. Respirer produit du carbone. Right? Donc, tu peux pas taxer quelque chose qui est une condition de base de l'être humain. C'est comme taxer l'existence. Ça ne fait aucun sens de taxer le CO2. Je trouve que c'est immoral. Surtout quand on est seul à payer, là, avec la Californie. Ben, c'est ça. En plus, on a un environnement qui est mondial. Je pense que Pierre Poilievre a fait un très, très bon point au débat la semaine dernière. Je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais peu importe. Il mentionne qu'avec la guerre qu'il y a présentement en Ukraine avec la Russie, la meilleure chose que le Canada pourrait faire serait d'investir dans des infrastructures pour liquéfier le gaz naturel et le shipper en Europe. Sauf que là, l'Allemagne, à cause qu'ils sont complètement fous, ils ont toutes fermé leur usine nucléaire, donc et ils se fiaient sur le gaz naturel de la Russie. Et là, maintenant, il a fallu qu'ils ouvrent des usines où ils brûlent du charbon, qui est comme sensiblement la pire forme d'énergie. Ceci étant dit, tu sais, quand on parle de la pire forme d'énergie, le charbon, c'est incroyable. Parce que si on remonte là, à 150 ans, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils brûlaient du bois. Le charbon, c'est incroyablement meilleur pour la planète que de brûler du bois. Les voitures, aujourd'hui, qu'on trouve qui polluent, sont incroyablement meilleures pour la planète que des chevals. On s'en va toujours vers un avenir qui va être de plus en plus vert. Qu'on essaye ou pas, le marché aime l'efficacité. Tout ce qui est efficace va être supérieur aux yeux du marché. Donc,
l'énergie, c'est une des ressources les plus importantes dans n'importe quelle industrie et on veut toujours maximiser l'énergie qu'on utilise pour être capable d'augmenter nos profits. Donc, ceux qui n'aiment pas le capitalisme, là, puis qui disent à quel point que c'est evil à cause qu'ils veulent maximiser les profits, mais maximiser les profits, ça veut aussi dire extraire le plus de valeur possible de chaque gramme de CO2 que tu produis. Donc, on s'en va naturellement vers un avenir qui est plus vert. Je pense qu'on a taxé ça en plus. Ça fait juste en sorte que Tesla est capable de se retourner de bord et vendre tous les crédits verts qu'ils ont. Puis après ça, t'as la gauche qui se retourne vers Elon Musk puis qui disent « Ah, t'es méchant à cause que là, t'as eu des subventions ou je sais pas trop quoi. » Mais c'est comme « Non, vous le forcez à faire ça. » C'est fou comment lui, c'était un homme aimé puis qui est devenu détesté du jour au lendemain. Pourtant, il a toujours été constant dans ce qu'il a dit. C'est juste que une fois que tu mets la switch, parce que tu dis « Ah non, je vais voter pour Donald Trump », là, dans la tête des gens, ça collapse la fonction puis c'est comme binaire. T'sais, avant, on avait comme un range, mais là, maintenant, c'est 0. C'est un peu importe t'étais où sur le range. Ouais, c'est vrai qu'on a pu... le spectre, il y en a plus maintenant. Ouais. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de différentes, justement, puis spectres. Les gens qui pensent que des trucs sont gauchistes ou de droite, les gens pensent que les choses de droite, actuellement, sont de gauche. Donc, je vais donner un exemple. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit en commentaire, écoute, moi, je suis pour l'immigration, mais ça fait de moi quelqu'un de droite de vouloir vetter les gens qui rentrent. Tu sais. Comme vetter les gens qui rentrent, c'est-à-dire sélectionner? Ouais, faire une sélection de ces gens-là. Ou moi, je suis pour les programmes sociaux, mais je veux que l'argent soit investi de façon responsable. La droite dit non aux programmes sociaux, point. Right? Ça, c'est une position de droite. C'est comme, non, la personne va prendre sa propre argent pour l'investir où est-ce qu'elle veut l'investir. Point final. Ça, c'est la position de droite. La position de gauche, c'est je veux que le gouvernement fasse plus de choses. Aussitôt que tu dis, moi, je veux que le gouvernement fasse plus de choses, peu importe si tu dis, moi, je veux qu'il fasse les choses plus efficacement ou si tu dis que tu veux qu'il en fasse plus, tu veux plus de gouvernement, c'est une position de gauche, fondamentalement. Donc là, même le fait de dire que tu veux que le gouvernement soit efficace, c'est rendu une position d'extrême droite. Ça n'a aucun sens. Mais là, moi, j'écoute beaucoup la télé française encore, les émissions françaises. Nous, en France, l'immigration est complètement incontrôlée. Et quand moi, j'ose dire que ça marche pas, bah, t'es un facho, t'es raciste, tu sais. Moi, je suis un immigré ici, là. Je suis arrivé ici au Québec à 18 ans. Je suis pas né ici. Et quand j'explique aux gens par quoi on est passé pour immigrer, mais attends, mais c'est long le processus, là. Nous, on est arrivé ici, on était déjà résident permanent. C'est de la paperasse à remplir, c'est de l'argent, c'est des tests à faire. Je disais, tu dois faire une radio des poumons, c'est proche des Champs-Élysées à Paris, parce qu'il faut que ce soit un cabinet médical accrédité par le gouvernement canadien. Tu dois passer aussi bien au niveau du Québec qu'au niveau Canada. Tu fais pas juste rentrer au Canada, tu rentres aussi au Québec. Donc, t'as la résidence permanente et tu as aussi le certificat de sélection du Québec, le CSQ. Moi, je suis à fond pour une immigration contrôlée. Puis, quand je l'explique, après, avec les faits, t'es comme, ah ouais, je comprends. Si, par exemple, t'habites à Saint-Georges-de-Beauce, puis que dans ta rue, tu pouvais sélectionner des gens qui viennent rentrer, voudrais-tu que ce soit des tout croches qui viennent? Que ce soit des assistés, que ce soit des gens qui savent pas vivre? Ou tu préférais des gens qui sont tes mœurs et coutumes, que ce soit des gens qui vivent en communauté comme toi, qui ont un peu les mêmes habitudes, que tu sais que eux ils vivent pas la nuit en train de foutre le bordel, mais et qui dorment le jour, ou est-ce que tu sais, c'est ça que tu veux? Mais c'est normal de vouloir être avec les personnes avec qui on s'entend le mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand la liberté d'association est excessivement importante. Tu as le droit de vouloir t'associer avec certaines personnes et de ne pas vouloir t'associer avec d'autres personnes. Et le fait que ça, ce soit un point controversé, ça fait aucun sens. Sauf que là, le problème, c'est que c'est quand on a une politique publique qu'on systématise une opinion. C'est ça qui est problématique. Si on prend aux États-Unis là, le racisme, right, qui a eu lieu dans les années 1900 jusqu'à l'abolition de la ségrégation, ce genre de choses-là, la ségrégation, là, c'était pas l'entrepreneur qui chauffait des taxis qui voulait pas prendre le noir dans son taxi, là. C'est que s'il prenait le noir dans son taxi, il se faisait donner une amende. Ouais, c'est le gouvernement qui t'obligeait par décret à être raciste. Le capitalisme n'est pas raciste. De l'argent, ça n'a pas de couleur. Tu vas prendre l'argent de la personne, peu importe c'est qui, right? Tu t'en fous, tu es là pour faire de l'argent. Let's make money and be happy. Sauf que quand le gouvernement se pointe puis qu'il dit aux gens qu'est-ce qu'ils devraient ou ne pas devraient faire dans un cadre normatif,
c'est là que ça devient problématique. Moi, je pense en fait que l'immigration devrait être sponsorisée par les corporations. Je pense que tu devrais te porter garant des gens qui viennent 100%. Chez toi, que tu devrais faire la sélection. Et je pense que ça devrait être toi-même qui est forcé à payer les taxes de cette personne-là pendant un certain nombre de temps. Je pense que ça devrait vraiment être la responsabilité d'une entité privée qui prend la décision d'engager une personne ou pas. Puis la personne. Ça, c'est pour l'immigration, je suis 100% d'accord. Puis moi, si je pouvais résumer ma position politique, je pense que l'État a trop de place dans nos vies. C'est bien d'avoir un filet social, c'est important parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Mais je trouve qu'à un moment donné, plus on a élevé le filet social, plus les fainéants, on le voit en France. Avec le RSA, ça se dit plus maintenant le RSA, mais c'était le revenu minimum d'insertion, je pense que ça s'appelle comme ça maintenant. Bah, les gens, ils disent pourquoi je travaillerais? Pourquoi j'irais travailler quand je gagne un revenu minimum? Quand j'ai des aides, ils vivent pas riches, là. Attention, ils vivent pas riches. Mais ils vivent à la hauteur de leurs attentes. Mais la personne, justement, qui est pauvre, qui est sur le BS au Québec, cette personne-là, qu'est-ce que tu penses qu'elle pourrait faire pour améliorer sa condition? Là, actuellement? Ouais. Ben, en fait, ce qui est difficile, c'est que même s'ils travaillent, ils auront peut-être même pas plus dans leur poche. Exact. Donc, il faudrait que ces personnes-là puissent aller à l'école, disons. Ouais. Ben, aller à l'école, pas forcément. Tu peux se former pour être capable d'avoir un job plus payant. Ben, moi, je pense que l'école, oui, mais je pense que c'est plus profond que ça. C'est des gens qui ont tellement été assistés toute leur vie. Ouais. OK, enlève ça. Okay. On va prendre quelqu'un qui veut s'en sortir. Ah, qui veut s'en sortir? Ben oui. Donc, il faut qu'il apprenne des skills. Un sponsoring avec une entreprise, justement, avec une alternance travail-école, qui soit pris en charge. Ben oui, bien entendu. Là où ce que je veux en venir, c'est que si tu abolis le salaire minimum, tu viens de régler le problème. Parce que, comme que moi, j'ai travaillé en bas du salaire minimum pour apprendre le développement web, le graphisme, tout ce genre de choses-là. Par choix, il faut que tu te fasses une compagnie pour faire ça, c'est complètement ridicule. Mais si tu abolis ça, les gens qui apportent peu ou pas de valeur parce qu'ils manquent de compétences, ça leur permet d'accéder au marché. Et les gens qui sont prêts à les former se font maintenant donner la permission par le gouvernement de le faire. Parce que là, présentement, ce qu'il y a, c'est comme, toi, t'es vraiment incompétent, j'ai de la job pas trop compliquée à faire, mais ça va être trop compliqué, ça va me coûter trop cher de te former, puis tu seras pas rentable assez rapidement. Fait que je peux pas t'engager. Donc, ça vient mettre un plancher à la productivité minimum viable d'une personne. Après, le gros problème, ça va être maintenant, les normes du travail sont toujours en faveur des employés. C'est pour ça maintenant qu'on a Uber, puis toutes les autres, immobilier, gig economy, là, tout le monde est rendu travailleur autonome pour être capable de bypasser ça, parce Exactement. que ça fait aucun sens. Faut qu'il se tasse, faut qu'il arrête de dire qui tu peux engager, comment tu peux le payer, c'est quoi les conditions que cette personne-là devrait avoir. Si tu as une entreprise qui génère beaucoup de valeur, tu vas être capable d'avoir des revenus, tu vas être capable de payer cher pour avoir des employés qui sont compétents, tu veux pas avoir un mauvais service à clientèle, tu vas payer pour ce service-là, pour les employés qui vont donner ce service-là. Pensez que les gens, ils veulent absolument exploiter les autres. Non, qu'est-ce que ça dit sur ta propre nature humaine? C'est la projection des gens qui font ça. Moi, je pense que le libre-échange, peut-être que je suis naïf, mais je pense que les choses vont s'équilibrer naturellement. Je dis n'importe quoi. On a tous les deux une usine de production de bouteilles. Ok, tous les deux, on fabrique des bouteilles, puis on est dans la même ville, une grande ville, super belle ville, Saint-Georges-de-Beauce. On est les deux là-dedans. Puis moi, je traite mes employés comme de la merde. Je les paye pas. Je leur crie dessus, ils ont pas de conditions de travail. Mais toi, tu les payes bien, ils peuvent avoir des breaks, ils ont des rabais quand ils achètent des trucs, tu leur payes la salle de sport, etc. Bah moi, mes bons employés vont aller où? Vont aller vers toi. Tu comprends? Pour moi, il va y avoir un équilibre que tu vas tellement mal juger que les gens vont dire comme, ok, bah moi je travaillerai pas pour lui, et je vais aller travailler ailleurs. Et c'est pour ça que je dis, l'État est trop impliqué dans nos vies, puis moi je couperais ça au minimum. Au minimum. Tu sais, même là, puis ma blonde, elle me disait ça la fois passée, on voit ce que l'État gère. À chaque fois qu'il gère quelque chose, ça foire. Prends les écoles. Tu vas voir quand ton petit gars va à l'école, mais c'est le bon. S'il va aller à l'école, peut-être le faire à la maison. Ouais. Moi, c'est un truc que j'aimerais. ChatGPT, il va être sur le comptoir, il va avoir un petit ChatGPT, il va dire gougou gaga, et ChatGPT va répondre gougou gigi. Moi, j'ai dit à Olivia, c'est ma fille qui a 7 ans, là, elle a des devoirs à l'école. Merci.
Son masculin, c'est Olivier. Donc souvent, quand je le vois, au début, elle voyait marquer, quand tu m'écrivais Olivier, elle dit « Ah, Olivier !» Je dis « Non, ça c'est Olivier », parce qu'elle savait pas encore bien lire. Maintenant, ça va mieux, mais bref. Puis elle a beaucoup de devoirs par sa prof. Et moi, j'ai dit à Olivia, dis à ta prof d'arrêter de te donner des devoirs, dis que ton père, il dit que ça sert à rien. Puis moi, je m'en fous qu'elle le dise. Et puis au pire, elle m'appellera. Nous, on fait du jiu-jitsu, tu sais, je suis coach chez mon gym. Donc le mardi soir, on va au jiu, le jeudi soir, on va au jiu, et le samedi matin, on va au jiu. Et on fait de l'anglais. À chaque jour, on a la petite application justement qu'on adore. Tu vois, ça s'appelle Duolingo. Ouais, c'est incroyable. Donc tu vois, on est rendu là, puis à chaque leçon, il y en a quand même à peu près 4. Bon, bah là, tu vois, on a fait 28 jours consécutifs à date, mais on a commencé un petit peu plus tôt. On a commencé le 9 mars. Tous les jours, on pratique notre anglais. Tous les jours. Les devoirs, mais c'est pas des devoirs, c'est ce qu'il dit, c'est de la révision. Non, la révision, c'est pas là que tu révises. Puis, mais c'est juste 15 minutes. Non, la petite, elle est rentrée, elle est fatiguée, elle veut voir sa petite sœur, j'ai un bébé de 7 mois, elle veut jouer avec sa petite sœur, elle veut voir son papa, elle veut aller dehors, on veut aller voir les grenouilles dehors dans le bassin, on veut aller voir les poissons. C'est ça qu'on doit faire, c'est jouer dehors, c'est aller faire du sport, c'est pratiquer de la musique. Hier, on s'est mis sur le piano, elle a chanté avec moi. C'est pas de faire des devoirs, c'est pas de faire des multiplications, des soustractions, ça ne sert absolument à rien. En primaire, pour moi, les devoirs sont complètement inutiles. Et justement, je disais à Olivier, tu le diras à ta prof que c'est ridicule. Un enfant doit pouvoir découvrir le monde. Tu sais, c'est pour ça que je te parlais de l'école, que le gouvernement il gère ça. C'est ridicule. Ok, ça c'était ma petite parenthèse. Prends l'état des routes, c'est le bordel. Je travaillais à l'époque pour une agence de placement dans le milieu médical, dans les CHSLD. C'est le bordel, c'est mal géré. Trouve-moi une chose qui est bien gérée par le gouvernement. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et normalement, là, je fais toujours rire. La position anarcho-capitaliste, c'est de dire que le gouvernement, c'est une organisation criminelle, right? OK. Fait que, quand tu dis ça, ensuite de ça, tu dis, pense-y. Je veux dire, comment est-ce que ça se finance normalement un gang, une organisation, un cartel ou peu importe? Ça va vendre la drogue, right, la SQDC. Ça va pousser les gens ça pousse le vice, donc, tu sais, l'alcool, la cigarette, le gambling, right? Et ils ont tout ça. Ils sont même pas capables de faire de l'argent, Chris. Ils ont tous les leviers que les Yakuza avaient, là, puis ils sont pas capables de faire une scène avec ça. C'est incroyable. Je veux revenir un peu sur le point macroéconomique, là, à cause que j'ai tout le temps d'espèces de petites idées sur lesquelles je jongle pour ensuite être capable de poster ça sur Facebook puis voir les réactions des gens. Puis je me suis levé ce matin, à cause que j'ai écouté le débat, là, bien sûr, avant-hier, et une des choses que M. Singh a dit, c'était le concept du price gouging dans les épiceries. Donc, les méchantes épiceries sont en train d'augmenter les prix. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est discuté beaucoup à TVA Nouvelles, parce que j'écoute pas TVA, mais je pense que c'est quelque chose aussi que j'ai déjà vu passer là, sur les médias sociaux. Ça a l'air d'être une narrative populaire. Et je veux qu'on en parle. Que les épiceries augmentent leur prix délibérément. Que la raison pourquoi les prix augmentent, c'est à cause des épiceries. OK. Et ça a l'air que à gauche, là, les gens, ils sont bien offusqués de ça. On est pognés dans les fils. Il y a une situation, mesdames et messieurs. C'est exact. Donc, si on prend l'Oblast, ils ont une marge de profit de 2,5% en 2020. OK? 2020, ils font 2,5%. Fait que ça veut dire que si tu investis $100 chez l'Oblast, à la fin de l'année, tu as 2,50 de dividendes. Nice. Dans ce temps-là, les taux d'intérêt étaient comme à 1%, à 1,5%, ce genre de choses-là. Fait que ça faisait comme 1% de retour sur l'argent investi. Fait que seems fair, l'Oblast, c'est relativement stable. Ça se peut que ça monte un peu, ça se peut que ça descende un peu, mais overall, ça va être sideways. Puis là, maintenant, leur marge de profit est rendue à quelque chose comme 3,5%. Puis là, les gens sont comme « Oh my God! » Regardez comment ils s'enrichissent sur le dos des gens, comment ils exploitent la population, ils font des manigances pour être capables d'augmenter leur marge de profit. Et ça, derrière ça, les gens ne prennent pas conscience que les taux d'intérêt ont augmenté. Les taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle le coût du capital. C'est le coût associé à l'obtention d'argent. Parce que chaque dollar qu'on a, et c'est une entrée négative sur la balance sheet de quelqu'un d'autre. Right? Donc, chaque dollar a un intérêt qui est associé à ce dollar-là. Et si je mets 100 dollars chez l'Oblast et que je fais encore mon 1,50 à la fin de l'année, ou 2,50, je pense que j'ai dit, puis qu'à la place, je pourrais prendre mon argent, le parquer dans une trésorerie, puis faire 3 ou 4%,
Pourquoi est-ce que j'investirais dans l'Oblast dans un contexte d'incertitude économique où ce que le stock va probablement descendre? Fait que si les taux d'intérêt augmentent, faut que les profits, la marge de profit des entreprises augmente en conséquence pour que l'argent qu'ils empruntent aussi coûte plus cher. L'argent oui, même pas juste ça. Les gens vont pas vouloir investir dans la compagnie si les marges de profit sont pas assez hautes. Fait que ça va juste disparaître. Le service va s'en aller. Ça va être priced out du marché à cause que les gens... Sauf que qu'est-ce que tu vas faire plus d'épicerie? Fait que cette mécompréhension-là des gens envers les concepts de macroéconomie, ça me fait grimper dans les rideaux. Ouvrez-vous un livre d'économie. S'il vous plaît, les gens à la maison, là, moi, mon premier livre, ça a été The Undercover Economist, que je recommande fortement. Je l'ai lu, j'avais 16 ans, ça a changé ma vie. Je m'en allais socialiste, mon gars, ça a le prix, ça a un U-turn. Quand on est jeune, on est vraiment idéaliste. Ah oui. Puis, après ça, tu vois les erreurs de réflexion des gens. Tu te dis, bon, mais cette personne-là, elle a pas réfléchi plus loin que le bout de son nez. Faut être capable de voir puis d'anticiper les réactions que ça va faire sur le restant du marché. Là, aujourd'hui, les gens, ils parlent des taux d'intérêt, mais ou mettons la dette. Okay? Tantôt, on parlait de la dette, puis notre future génération, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette dette-là? Bon. Le gouvernement emprunte à la Banque centrale du Canada quand ils veulent se financer. Où ils vendent des obligations à monsieur, madame, tout le monde, mais il y a une partie, c'est la Banque centrale. Les profits de la Banque centrale, où est-ce qu'ils vont? Les profits de la Banque centrale? Je sais pas. Sont-ils réinjectés? C'est une bonne question, right? Ça s'en va au gouvernement. Fait qu'il y a il y a une proportion de la dette, celle qui est financée par la Banque centrale, sur laquelle les intérêts sont inexistants, là, parce que ça rentre d'une porte, ça ressort de l'autre, puis bref. Et non seulement ça, mais il faut réaliser aussi que si on prend le déficit du gouvernement et que le gouvernement repaie son déficit, ce que ça fait, c'est que ça détruit l'argent qui a été créé. Donc, si le gouvernement repaie sa dette de façon trop agressive, tu détruis l'économie en faisant ça. Et la dette, dans un système comme qu'on a présentement, on n'a pas le choix d'augmenter la quantité d'argent en circulation pour que le système fonctionne. Et tu as deux façons d'augmenter la quantité d'argent qui est en circulation. Soit que tu vas créer plus de dettes, tu vas en inventer, comme qu'est-ce que le gouvernement fait, pour que sur papier, les choses ne brisent pas, ou tu vas être productif et tu vas créer plus de valeur. Tu vas comme vraiment générer des actifs tangibles. Fait qu'il y a deux façons de faire. 67% de l'argent est géré par le gouvernement, parce que ça génère zéro valeur. Mais ça génère un peu de valeur, mais pas très efficacement. Et fait qu'on fait plus rien au Canada. Et si on veut sauver le futur, OK, oui, c'est une question de régler la dette, mais il va quand même avoir une dette dans le futur parce que le système qu'on a implique que la dette va jamais vraiment s'en aller. Il faut tout le temps qu'il y en ait une et c'est ce qui permet aux gens d'avoir de l'argent dans leur poche. Sauf que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers une économie qui stagne, où ce que tu n'as plus le droit de rien faire, où ce que d'innover, c'est un crime, où ce que d'être productif, c'est un crime, où ce que tu te fais regarder croche à cause que tu travailles fort. Aimer ton travail, c'est bizarre dans certains cercles sociaux. Puis moi, je veux dire, mon hobby, c'est ma job. J'aime ce que je fais et je ferais pas autre chose. C'est la fin de semaine, quand j'ai du temps libre, je travaille. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Je suppose que je m'en aime, mais c'est un petit rant. Mais c'était... Mon petit clip. Clip it. Je vais... Zach, c'est très bien. Je suis très content. Faire du dos là-dessus, tu pousses là-dessus, je sais pas c'est quoi l'expression. Bref, il y a une expression. Faire du pouce. Piggyback sur cette idée-là. Faire du pouce là-dessus. J'ai plein d'expressions en anglais dans ma tête que j'essaie de traduire live, que ça ne marche pas. Je vais piggyback sur mon idée. Parfait. Le coût d'opportunité qu'on a parlé tantôt. Ouais. C'est aussi présent dans la main-d'œuvre. Donc, si tu as une fonction administrative qui peut être faite par une personne, mais qui à la place est faite par 5 personnes, le labeur des 4 personnes de trop est perdu. Alors que ces personnes-là pourraient travailler sur autre chose qui apporte réellement de la valeur. C'était une de mes questions, justement. Toi, tu es quelqu'un qui est très bon en intelligence artificielle. Tu as d'ailleurs ta formation sur la tranchée que j'ai suivie, que j'ai écouté plusieurs fois. Prochain module s'en vient, ça va être malade. Je vais écouter ça encore une fois. Et tu sais, on entend souvent que beaucoup de jobs vont disparaître
à cause de l'intelligence artificielle, que ça nous vole notre travail. T'as regardé South Park? T'as su, j'ai regardé South Park? Et j'adore South Park, mais il y a une nouvelle saison? Non, mais à l'époque, avec les Mexicains, ils nous volent notre travail! T'as vu ces épisodes-là? Donc, ma question, c'est, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que t'en penses? Tu parlais justement des 5 personnes, il y en a une qui est capable de le faire. On parle de justement, mettons, tout ce qui était la traduction. C'est un métier qui s'amène à disparaître. Ouais. Tout ce qui était le graphisme, etc. Ça amène à moins de personnes qui font le graphisme. À l'époque, comment il s'appelait ton ami qui avait le sous-titreur.com? David David Grégoire. Bon, il fait plus sous-titreur.com à mon avis. Ça l'a baissé un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tous ceux qui faisaient des gros montages vidéo, ça va être de moins en moins, tu sais. Le montage vidéo, c'est très, très intense au niveau des ressources pour être capable de faire de l'AI là-dedans. Ils commencent à en faire, mais ça va prendre un certain temps encore. Là. Puis je pense que dans le fond, je vais donner un exemple. Moi, mettons, je suis en train d'écrire quelque chose. Là. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris même plus. Je parle. Vocal. 100%, maintenant, c'est rendu vocal. Puis je parle comme que je parle. Là. Je fais même pas attention à ce que je dis. Puis même pas s'il comprend les mots que je veux dire. Parce que je donne le contexte autour pour que s'il comprend mal un mot, il va juste le remplacer lui-même pour comprendre le sens général. Fait que je vais juste dicter à peu près qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Là, il me fait un outline. Puis je dis, OK, deuxième paragraphe, c'est vraiment de la merde ce que tu as fait. Arrête, efface tout, recommence. T'es un mauvais AI. Je le chicane. Puis moi, dans mon pré-prompt, là, t'as comme un système prompt que tu peux dire, là, j'ai mis genre, t'es un employé et t'es sur le point de perdre ton emploi. C'est beau, ce truc. Toujours très, très diligent. Il en laisse pas passer. Et je vais comme viber avec le AI en travaillant. Puis je vais lui donner des tâches. Je vais faire à la table, je vais faire autre chose, je vais revenir, je vais redonner d'autres tâches. Donc, ça, c'est pas compliqué apprendre à faire ça, là. Essentiellement, là, n'importe qui est capable d'apprendre ce workflow-là. Je pense que les gens qui sont un peu réticents, qui ont peur que les AI take over, l'interface pour être capable d'apprendre l'intelligence artificielle, c'est une interface qui est beaucoup plus naturelle puis normale que de maîtriser un logiciel comme Photoshop ou un logiciel comme DaVinci Resolve pour faire du montage ou de devenir un bon écrivain. T'as plus besoin de... oui, en fait, là, mais bref. T'es plus comme le directeur créatif qui dispatche. Puis oui, d'un fois, t'as besoin d'aller techniquement faire l'implémentation, de faire le truc. OK, là, t'es pas assez bon encore. Je vais take over, je vais le faire. Parce que là, c'est trop long de t'expliquer quelque chose que manifestement, tu comprends pas. T'es là. C'est renvoyé. Ça, c'est avec ChatGPT que tu fais ça? Moi, j'utilise Cursor, qui est un IDE, fait que c'est une interface de programmation, mais qui te permet de travailler sur du texte aussi. Okay. Tu peux travailler sur n'importe quel type de document. Donc, tu prends un document sur ton ordinateur, un dossier, et ça, c'est comme ton projet. Et le logiciel accepte tout ce qui se trouve dans ton dossier. Okay. Il peut exécuter des scripts en ligne de commande. Donc, si jamais il y a besoin d'un outil pour faire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, il garde d'aller le chercher en temps réel sur Internet ou de le construire puis d'aller chercher les dépendances sur Internet pour compiler le truc puis de faire le logiciel. Je vais te donner un exemple. Moi, j'avais, pour la formation sur l'automation, je suis en train de monter une spreadsheet, un Google Sheet pour ceux qui veulent faire leur comptabilité. Grosse bémol là, que je suis pas un comptable. Je vais sûrement faire rentrer dedans à cause qu'il y a des choses qu'il faudrait que j'optimise. Je vais le savoir plus tard quand je vais en parler. Mais bref, fait il y a comme un paquet de fonctions là-dedans et j'ai besoin d'avoir des transactions tests, des sample data pour être capable de permettre aux gens de faire les tests de leur côté puis de tout faire ça. Donc moi, j'ai demandé à mon AI de prendre un de mes relevés des jardins, un de mes relevés de carte de crédit, puis de me générer comme un paquet d'autres relevés à partir de ça, avec des transactions qui sont demi, avec des balances qui fit, puis tout le reste. Fait que là, un LLM, c'est pas fait nécessairement pour être bon en maths. Ça donne des approximations. Fait que là, il m'a tout généré mes trucs, c'est parfait, ça fonctionnait, mais les balances suivaient pas. Fait que là, j'ai dit, hey, tu peux-tu faire de quoi pour les balances, là? Un avertissement. Petit drapeau rouge, là, si tu l'as pas correct, là, c'est fini. Fait que là, il dit, pas de problème, je t'occupe, je te fais ça tout de suite. Fait que là, il m'a fait un logiciel on the spot, qui a exécuté, qui s'occupe de vérifier toutes les balances, que c'est un script qui est monté en Python, et qui importe un paquet de librairies différentes pour être capable de prendre le CSV, de le parser, de regarder toutes les choses, de faire les maths en arrière. C'est pas des maths compliqués, là, mais j'avais après ça, dans mon dossier de travail, verify sum, verify balance.py, que quand je clique là-dessus, ça check les trucs dans mon dossier, c'est des CSV, puis ça fait matcher les affaires. Fait ça, c'est insane. Un autre exemple, sur les formations,
Maintenant, il faut qu'on fasse des notes de cours. Moi, j'aime beaucoup les notes de cours, tu le sais, je vais te taper ses mains. Maintenant, c'est fini ce temps-là parce que j'ai trouvé un workflow qui est absolument fantastique. Tu vas capoter. Donc maintenant, ce que je fais, c'est pour ça que je t'avais demandé tes originaux de vidéo. Oui. Oui, non. Oui, mais faut que j'ai ton nom dans un. Fait que I'm too lazy for that. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai un script OK, j'ai un dossier, je mets les vidéos dedans. Comme n'importe quelle vidéo, je mets ça là-dedans. Je clique là-dessus. Ce que ça fait, c'est que ça prend la track de son, ça me la sépare, ça me fait un fichier MP3. Fichier audio. Right? Fait que c'est juste un petit script que Cursor m'a fait avec FFmpeg, là, qui est une petite librairie de manipulation vidéo. Fait que je fais ça, ça me fait un nouveau dossier avec toutes les MP3. Dans Zapier, j'ai une automation qui est déclenchée à chaque fois qu'il y a un nouveau MP3 qui est fait dans ce dossier-là, qui va aller prendre ça, passer ça dans Whisper, qui est l'API de text-to-speech, et qui va me sortir la transcription des sous-titres avec les timestamps. Il faut prendre ce fichier-là, le mettre dans un autre dossier. Chaque dossier, chaque fichier TXT qui sont faits dans ce dossier-là, ça déclenche une autre automation Zapier qui va prendre ça, passer ça dans un prompt avec ChatGPT, qui va dire là, tu es en train de faire des notes de cours pour un cours universitaire. Voici le transcript de la leçon. Tu dois détailler avec la façon la plus friendly, visuellement appealing, avec des exemples concrets, puis t'inspirer de ce qui a été dit pour être capable d'ajouter ça en note de cours complémentaire au contenu. Et c'est fantastique. Ça fonctionne de façon... C'est incroyable. Fait que là, moi, j'ai juste un dossier texte dans un autre dossier où j'ai comme tout le nom des leçons avec un fichier, c'est Markdown. C'est une façon d'éditer de faire le style du texte que tu fais ensuite, tu copy-paste, tu mets ça dans le truc de la tranchée, puis... C'est impressionnant. Ça prend une action, right? Je drop la vidéo, je pars un script, je m'en vais pisser, je m'en vais faire un petit snack, je pars à la télé, je reviens, j'ai mes notes de cours. Faire des notes, c'est long. Ouais. C'est long, puis c'est... Tu sais, faut pas que tu oublies rien, faut que tu regardes... C'est vrai, j'ai parlé de ça, qu'est-ce que je peux mettre qui est bon, tu sais, c'est fou. Moi, je te dis, ChatGPT, pour moi, c'est genre... l'efficacité que tu gagnes, c'est impressionnant. Est-ce que toi, t'investis en bourse? Oui. Pas toute, là, mais une bonne partie de mon capital est en bourse. Okay. Puis, t'avais une formation que t'avais sortie il y a quelques années sur la crypto. Ouais, sur Bitcoin. Bitcoin spécifiquement. Est-ce que t'es encore convaincu du Bitcoin? Comment tu le vois dans... 100%. La moitié de ma valeur nette est en Bitcoin, là. OK. Est-ce qu'il est trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Tantôt, justement, un des meilleurs actifs que tu peux avoir. Maintenant qu'il est beaucoup moins volatile que ce que c'était avant. Là. Bien sûr, les upswings sont moins élevés, mais le rendement général sur 5 ans, il n'y a rien qui va battre ça. Là. J'essaye de faire des moves en bourse pour être capable de maximiser mon retour sur investissement. Des fois, je fais des très, très bons coups. Là. Il y a des années, j'ai fait 150% en bourse, mais moi, je fais pas du swing trading. Je fais juste ça, je regarde les industries générales, je regarde les macro trends, je regarde la situation politique mondiale. Je fais comme, OK, je pense que cette industrie-là, dans les 6 prochains mois, mettons, en Argentine, quand que Javier Milei il allait au pouvoir, je vais faire un pari sur l'économie. Je pense que les compagnies de pétrole en Argentine vont être contentes s'ils gagnent. Que j'ai acheté des stocks de pétrole de l'Argentine, il a gagné, ça a fait comme 150-200%. Yes. Je fais pas ça avec des gros montants. Je fais plein de petits bets comme ça, avec des petits montants. Il y a un autre exemple que j'ai mal fait, avec une compagnie qui s'appelle Desktop Metal, qui est une compagnie de 3D printing en métal, que c'est des gens qui étaient chez Tesla avant qui ont parti cette compagnie-là. J'ai acheté le stock, ça a fait 200% en l'instant d'une semaine, donc mon timing est incroyable. Puis moi, j'ai juste fait comme, cool, right? Je vais le garder là. Je vais le garder là, why not? Puis là, il vient d'être rendu privé, j'ai fait 1/10 de mon cash sur le buyback. Donc, je prends plein de petits bets de comme 0.5, 1% de la valeur de mon portfolio, de trucs que je trouve qui sont intéressants. Et j'ai comme une couple de gros indices sur les secteurs généraux. Puis ces petits bets-là, c'est ce qui, des fois, ça me permet de faire un stock, comme on avait fait genre 20 000% dessus. Fait que ça me permet de faire des rendements vraiment incroyables une fois de temps en temps. Mais même en prenant tous les efforts pour faire ça, puis toute cette stratégie-là, mais ça fait en sorte qu'au final, genre, compare ça à mon portfolio de Bitcoin, puis je fais comme, j'aurais juste dû acheter du Bitcoin finalement. Puis même cette année, là, j'avais une très, très bonne, très, très bon rendement. Puis là, avec qu'est-ce qui s'est passé avec les tarifs? Puis les gens pensent que c'est juste les tarifs, mais c'est pas juste les tarifs. L'économie était un peu chambranlante. Par un peu, je veux dire énormément chambranlante.
les taux d'intérêt, on appelle la yield curve, je sais pas si les gens sont familiers avec ça, mais le taux d'intérêt sur le 2 ans était plus élevé que le taux d'intérêt sur le 10 ans, puis ça fait comme 1 an et demi que ça fait ça. Ça, c'est un indicateur majeur de récession. Oui, c'est l'inversement. Je sais pas en anglais, c'était l'inversement de la courbe. Exact. Mais je suis en français, là. Bon, on est en français. Inversement de la courbe, justement, des taux d'intérêt. Sauf que le problème, c'est que quand ça se désinverse, c'est là que la merde pogne parce que ça squeeze les taux d'intérêt. Et ça s'est désinversé. Et la merde n'a pas pogné. Tout est correct. Moi, je suis right, on vient de se sauver une récession. Puis là, mais là, l'économie est fragile. Fait que le moindre petite chose peut juste comme... Tu vois un tweet, un simple tweet peut faire lever comme ça, faire baisser, c'est incroyable. Ça, c'était drôle. Ça, c'était... C'est fou, là. Mais c'était pas drôle. C'était un gros roller coaster d'émotions pour moi. J'ai fait un genre de moins 20% sur mon portfolio. Plus 20, moins 20 en une journée à l'autre. Là, c'est fou. Puis toi, je pense que tu as beaucoup de Tesla aussi. Ouais, j'ai pas mal de Tesla, ouais. Okay. Donc pour toi, le Bitcoin, c'est encore un actif qui est de plus en plus sérieux. C'est un peu ce que je disais la fois passée. V'là 5 ans, plein de monde savait pas ce que c'était le Bitcoin. Maintenant, tu parles de Bitcoin à quelqu'un, il sait ce que c'est. En tout cas, il connaît le mot pour l'expliquer. C'est vraiment plus sérieux. Je veux dire, tu sais, maintenant, il y a des ETF, maintenant, il y a des fonds de pension qui investissent en Bitcoin. Le gouvernement américain a 260 000 Bitcoins. Il y a plein de gouvernements dans le monde qui ont des Bitcoins. Ce qu'ils font, ils les achètent pas, mais ils les saisissent parce que c'est des bandits. Et ils les saisissent puis ils les gardent. Donald Trump vient de pledge, de faire la promesse comme quoi qu'il allait pas vendre aucun des Bitcoins qui ont dans leur réserve. Donc, c'est un actif qui est très sérieux. Moi, j'étais au El Salvador quand ils l'ont légalisé. Ils l'ont rendu une monnaie légale, c'est-à-dire que maintenant, on est capable de l'utiliser dans des transactions. Les souliers que j'ai dans les pieds présentement, je les ai payés en Bitcoin dans un Skechers. T'as pas de souliers? Non, je sais. Moi, j'ai pas de souliers. C'est une illusion, en fait. C'est tout dans ma tête. J'ai jamais rien acheté avec le Bitcoin. Ça existe pas. On pourra en parler longtemps à Bitcoin, mais moi, l'aspect de ce qui m'intéresse de cette technologie-là, c'est pas de dire la courbe est par en haut puis en droite. Tu sais, par en haut puis à droite. Ouais. C'est pas juste number go up. Pour moi, c'est vraiment plus. C'est la seule chose que je possède. Tout le reste que tu as dans ta vie, tu ne possèdes pas. Sûr. Même ta maison, c'est pas à toi la maison. Exact. Non, mais même le terrain est pas taxe de propriété. Tu sais, si à chaque année, il faut que tu payes 1% de taxes sur ta maison, puis il faut que tu demandes la permission pour être capable de faire de repeinturer ton garage ou de rajouter une petite galerie en arrière, est-ce que c'est à toi? Non, c'est pas à toi. On parlait des lois, c'est juste une petite parenthèse qui est drôle. Hier, je suis allé faire une ouverture de piscine. Et eux, dans le fond, les gens ont une belle piscine creusée au bord d'un lac. Ok. Et ils ont dû faire clôturer leur piscine, mais la piscine est collée au lac aussi, tu sais. Mais ils ont pas dû faire clôturer le lac. Tu sais, ils me disaient, mes enfants, c'est bien plus dangereux pour eux de tomber dans le... C'est même pas un lac, oui, c'est un lac, mais tu sais, c'est comme tout boueux, puis tout le... Il dit, la madame me dit, si mon enfant, il tombe là-dedans, je préfère qu'il tombe dans ma piscine parce qu'il y a des marches, tu sais, l'eau est propre, il va pouvoir se rattraper quelque part. Tombe dans le lac, c'est fini, on le revoit plus, tu sais, l'eau est brune et tout. Puis c'est ça que je trouvais, tu sais, parce qu'il y a une loi qui passe, là, septembre 2025, toutes les clôtures doivent être installées pour les piscines. Tu peux plus avoir une piscine sans clôture. Mais c'est pas déjà le cas? Il y avait une clause grand-père. Ils l'ont extensionné, là, c'est le 30 septembre ou quelque chose comme ça. 30 septembre, toutes les piscines au Québec doivent être clôturées. Avec certains types de clôtures, faut que ce soit 4 pieds de haut minimum. Les mailles entre milieu, c'est 1 pouce et quelques maximum. Tu sais, il y a beaucoup de lois là-dessus. Moi, ma piscine n'est pas clôturée, puis j'ai quand même une grosse piscine. C'est la première soumission qu'on avait fait, c'était 17 000 pour clôturer la piscine. Donc c'est tu dis. En plus, c'est le sable, là, ça va être obligatoire. C'est obligatoire. Ah ouais. Donc la madame, elle nous disait, tu sais, oui, on a clôturé la piscine, mais le lac est grand ouvert, juste à quelques mètres. Là, je parle pas à 50 mètres, là, c'est genre quelques, tu sais, mettons 3 mètres, il y a le lac qui est là. Donc je trouvais ça drôle de me dire, c'est quand même fou que comment les lois sont faites. Il y a toujours des petits oublis où c'est très bureaucratique. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est très bureaucratique, c'est ça, mais ça, on ferme les yeux. Si ton enfant il soit dans le lac, ce sera pas notre problème. Nous, c'est les piscines qu'on check. Qu'on coche la case. Exactement, la case est cochée, c'est bon, mon travail y est fait. Ouais. Mais ouais, c'est pourquoi je disais ça, je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que c'est ça la question. En fait. Des fois, je le dis, des fois, je dis des frics, ça me passe par la tête. Mais ouais, tu parlais de Bitcoin, on parlait de tout ça. Puis j'ai hâte de voir. Ah oui, c'est ça ce que je disais, c'est que, en le fond, Bitcoin, c'est la seule chose que tu possèdes. Exactement. Parce que c'est 12 mots dans ta tête, 24, peu importe.
c'est un mot de passe que tu retiens et que personne peut y accéder sans avoir ce mot de passe-là que tu as dans ta tête. Et c'est impossible de le deviner. Et ça, je trouve que c'est tellement cool. La cryptographie, tu sais, quand on parle de crypto, là, tu sais, le concept de cryptographie, d'être capable d'encoder une information et de faire en sorte que si tu veux la décoder, ça coûte infini d'électricité pour être capable de trouver la réponse si tu n'as pas le mot de passe. Mais si tu as le mot de passe, c'est instantané, ça coûte rien. Genre, l'asymétrie entre l'énergie, c'est comme quand on étudie la guerre. Okay? Tu as tout le temps l'avantage du défenseur ou de l'attaquant selon le scénario, puis le système d'armes a des forces et des faiblesses. Right? Fait que, mettons qu'un monde où, je sais pas moi, tu viens d'inventer les arcs, right? Puis là, tout le monde se promène avec des épées. Puis là, les arcs sont rendus pas chers. Fait que là, tout le monde est capable d'avoir un arc. Ben là, si tu veux rentrer chez quelqu'un pour aller le voler, mais qu'il te voit, mettons, dehors, ben c'est bien plus avantageux pour le gars qui a un arc de se défendre, right? Fait que l'avantage est pour le défenseur dans cette situation-là, puis ça coûte pas cher. Fait qu'il y a une asymétrie dans la quantité de violence ou de force que ça prend pour être capable d'obtenir ce que tu veux. Ben, c'est le même principe avec la cryptographie, mais à l'extrême. C'est de la même façon qu'une femme est capable de se défendre contre le meilleur boxeur du monde si elle a un gun. Ben, le citoyen peut se défendre. Ou si elle fait du jiu-jitsu. Ou si ouais. Puis, le citoyen le plus pauvre du monde est capable de se défendre contre le gouvernement le plus puissant du monde s'il est juste capable de retenir 12 mots dans sa tête. Et ça, je trouve que c'est vraiment hot. Ben, c'est pour ça que j'aime Bitcoin. Tu connais il y a l'expression du pain et des jeux, tu sais, qui disait dans la Rome antique, du pain et des jeux quand il y avait les gladiateurs, puis vous serez heureux dans le fond. Tu sais, on possédera tout, puis vous serez heureux, puis il y avait du pain et des jeux. J'ai l'impression que maintenant, c'est de plus en plus ça. Quand j'ai vu la notification sur mon téléphone, le débat des chefs va être devancé, puisqu'il y a la game des Canadiens qui jouent, j'étais comme, c'est une blague ou, ben non, c'était vrai. Tu sais, je me dis, les gens, puis l'être humain est très difficilement capable de se projeter dans le futur. Donc, quand tu leur parles justement, tu sais, vote en fonction de notre futur, en fonction de tes enfants, en fonction des petits-enfants, les gens, c'est comme, tu sais, tu vois les stats, là, comment les boomers, ils votent à fond libéral, puis que toute la génération plus jeune vote conservateur. Mais la raison derrière ça, c'est que les personnes âgées, ils ont leur pension à protéger. Hein? Ils ont leurs avantages sociaux à protéger. Et ça, c'est... le type de gouvernement qu'on a présentement n'est pas ce qui était souhaité au début, à la base. Donc, quand que la Constitution a été faite, la forme actuelle que le gouvernement a, ça n'a absolument rien à voir. Et où ce que je veux en venir avec ça, c'est que maintenant, ce qu'on a, c'est pas un gouvernement démocratique qui est là pour le peuple, c'est un gouvernement qui est là pour ses employés. Et par là, ce que je veux dire, c'est que si... Ces employés qui sont... Tout le monde, on est tous rendus des employés du gouvernement. Ah, okay. À cause que maintenant, aussitôt que tu as le moindre chèque qui vient de la poste, right, c'est comme si c'était... Si tu recevais un salaire de quelqu'un. Fait que là, si ton boss te demande, à la fin d'année, il te demande, qu'est-ce que tu veux l'année prochaine comme condition de travail? Qui va dire, je veux que tu me payes moins? Qui va dire, je veux travailler plus d'heures? Personne. Ils vont tous dire, moi, non seulement là, je vais avoir plus de congés, mais je vais avoir un barbier qui va se déplacer pour venir me couper les cheveux pendant que j'étais à la job. Je vais avoir une massothérapeute, une nouvelle machine à café, un plus grand salaire, une assurance dentaire pour mon enfant, puis un autre paquet de bénéfices. Tu votes dans tes propres intérêts. Fait que aussitôt que tu commences à jouer au nanny state, ben, tu augmentes progressivement le pool de personnes qui sont pas juste une population qui est un client de l'État, parce que l'État, ce qu'elle fait ultimement, c'est qu'elle offre un service de protection. C'est une assurance protection, en fait, le gouvernement. Là. Fait que t'es plus un client de ce service-là, t'es rendu un employé puis un bénéficiaire d'un racket qui extirpe l'argent de certaines personnes pour le redistribuer à d'autres, puis toi, ben, t'es le bénéficiaire de ça. Fait que si t'as un gouvernement qui est contrôlé par ses employés, ben là, t'as vraiment un problème c'est plus le même type de gouvernement qu'on avait à la base, qui était censé être représentatif de la population. Puis même avant, c'était pas tout le monde qui avait le droit de voter. Et ça, c'est un enjeu qui est assez controversé, en cause que bien sûr, la femme, elle avait pas le droit de voter, mais c'était pas juste la femme qui avait pas le droit de voter, c'était n'importe qui avait pas de terrain, qui avait pas de propriété. Il fallait que tu aies un stake, un parti prise dans
dans l'économie pour être capable de voter sur les enjeux de l'économie. Et il fallait que tu puisses aussi à la guerre, right? Après, fait que c'était ceux qui avaient une maison puis qui avaient coché la case s'il y a une guerre, je m'en vais me battre. Sinon, tu n'avais pas le droit de vote. Est-ce que tu serais pour revenir à ça? Est-ce que selon toi, tout le monde devrait pouvoir voter? Non, je pense pas que tout le monde devrait pouvoir voter. Il parle de baisser l'âge de droit de vote à 16 ans, puis c'est complètement ridicule. Il y a une raison pourquoi que les enfants votent pas. Et comme que je disais tantôt, il n'y a rien de pire que de prendre l'argent de quelqu'un pour régler les enjeux de quelqu'un d'autre. Un enjeu qui ne te concerne pas toi-même, ça va jamais être efficace comme façon de faire. Moi, je pense, de un, tu me demandes est-ce qu'on devrait voter. Je t'ai dit tantôt que je pensais que le gouvernement, c'est un scam, right? Fait que je pense pas qu'il devrait avoir le gouvernement, point. Je pense que quand tu achètes quelque chose, tu votes. Chaque transaction est un vote. Fait que moi, je pense que la démocratie du marché est très, très efficace, puis je vois pas pourquoi on prendrait autre chose. Ceci étant dit, si tu me dis, on garde le même système, Ali, t'as pas le choix, mais on est capable de refaire la façon qu'on vote. Est-ce que tu changes quelque chose là-dedans? Oui, je change quelque chose là-dedans. Je pense que ça va être... Je vais me faire ramasser pour dire ça. C'est sûr que je me faire ramasser. Tabarouette. Il y a... Les femmes devraient pas voter. Non, c'est pas ça, je veux dire. Non, au contraire. Non, je plaisante. Les gens qui n'ont pas de famille. C'est qui? C'était le vice-président des États-Unis qui s'était fait rentrer dedans à cause qu'il avait dit ça en 2016. J.D. Vance, il avait dit que à cause des childless cat ladies qui votent tout croche. Que quand t'as pas de famille, t'as pas de partie prise dans le futur du pays. Parce que t'as pas d'autres générations à garder en tête dans la façon que tu votes. Et ça, je pense que ça a un poids. Le fait que tu as une propriété aussi, je pense que ça a un poids. Donc, je pense que mais en même temps, je pense qu'il devrait avoir, tant qu'à garder un modèle démocratique, on ne devrait pas voter une fois par fucking 4 ans. On devrait voter comme tout le temps. Puis les alliances qu'ils font entre eux, on a vu au fédéral, quand le Bloc s'est mis avec le NPD pour le libéral, pour enterrer le conservateur, j'étais comme... En plus, ils se font des alliances ensemble. Ouais, c'est complètement con. Bon, j'avais fait de la formation en crypto sur Bitcoin, mais j'aime la crypto de façon générale aussi. Puis, il y a un modèle de validation en crypto qui s'appelle Delegated Proof of Stake. Donc, l'idée, c'est que quand que tu veux sécuriser un blockchain, il faut qu'il y ait quelque chose que quelqu'un peut perdre quelque part pour inciter les acteurs d'agir de façon honnête. Okay. Donc, la façon que ce système-là fonctionne, c'est que tu as ce qu'on appelle des validateurs qui valident que les transactions sont valides. Un peu redondant, mais... et pour que qu'il y ait un enjeu, tu prends ton argent puis tu le mets en jeu pour faire en sorte que si jamais tu es malhonnête, tu vas perdre ton argent. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a tout le temps de la gouvernance à l'intérieur des blockchains pour être capable de décider où est-ce que le blockchain va s'en aller. Y a-t-il quelque chose qui va se passer avec la trésorerie ou peu importe. Et pour être capable de faire voter les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire le vote, puis n'importe qui peut voter on-chain, mais tu peux aussi mettre ton argent, staker ton argent sur un validateur, ce qui te permet d'avoir un retour, là, un genre de yield. OK. Genre de dividende. Un dividende, c'est ça, sur les revenus du validateur. Et si tu votes pas, c'est le vote du validateur qui override le tien. Fait que lui, il a le voting power de tout le monde qui le soutient. Mais si tu décides pour un enjeu particulier de ne pas le soutenir puis de voter d'une façon différente, tu peux le faire. Okay. Fait que moi, je pense que ça devrait être comme ça au niveau des députés. Que tu devrais dire, moi, je suis d'accord avec lui, il va voter de la façon qu'il veut. Puis si jamais il y a un enjeu sur lequel tu n'es pas d'accord avec lui, ben tu peux, tu as une app sur ton téléphone qui te permet de dire, ben moi, je vote d'une autre façon. En fait, il y a un truc que moi, avec justement la technologie maintenant, je crois pas qu'on n'a pas plus souvent le droit de vote sur certains sujets critiques. Il devrait y avoir des votes à tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire? Tu devrais pouvoir prendre ton sel, par exemple, OK, t'as peut-être pas tous les jours, mais je sais pas, à chaque trip, quand il y a vraiment un enjeu important, parce que c'est quoi? C'était le traité de Maastricht à l'époque, c'est lequel quand ils ont fait pour passer l'Europe, l'Union européenne, soit on faisait l'Union européenne ou pas, ça a été voté non, mais ils sont quand même allés de l'avant. OK, je savais pas qu'ils avaient perdu le vote. Bien sûr, ils ont perdu le vote populaire, c'était 53%, quelque chose comme ça. Puis ils ont quand même fait, ouais, finalement, on va quand même faire l'Union européenne, bref. Mais moi, j'aimerais ça, c'est deux sons.
le référendum au Québec, si le Québec avait gagné puis qu'il y a eu une séparation, le Canada avait des plans d'envahir le Québec le lendemain. Convainc? Ouais. Ça, c'est quand même drôle pour faire le suivi sur l'Union européenne. Là. On peut pas faire confiance à un politicien. On peut pas faire confiance, les amis. On ne peut pas faire confiance à un politicien. C'était le traité de Maastricht, officiellement le traité de l'Union européenne. C'était en 92. Le résultat de mon show, je suis sur Google, fut rejeté avec seulement 49,3% en vote en faveur du traité. 83% de taux de participation. Incroyable. Ouais, c'est beaucoup, hein, c'est fou. Puis finalement, ils l'ont quand même passé. Donc, bref, peu importe. Mais j'aimerais avoir une application, puis que maintenant avec les tout effets, là, des facteurs, deux facteurs d'authentification, il se passe de quoi? Et on vote pour ça. Puis chaque personne a un droit de vote. Parce qu'on s'entend. C'est mal fait, les votes. C'est mal fait, le système de votation. Définitivement. Parce qu'il y a certains enjeux. En fait, c'est mal fait, mais c'est bien fait. Parce que l'enjeu le plus important, c'est qu'il ne faut pas être capable de dire telle personne particulière a voté pour telle chose. C'est l'anonymat du vote qui est important. Fait qu'il faut qu'on valide que la personne a le droit de voter, mais il ne faut pas qu'on soit capable de rattacher un vote à une personne. Non, moi, ce que je te dis, ce qui est mal fait, c'est que tu élis quelqu'un que même si tu as plein de voix, mais que ça joue sur une voix, mettons la fois passée au Québec. Ouais. Toi, tu parles de la démocratie, le fait que ça soit 50 plus 1. Ça, c'est comme, les gens qui disent que la démocratie, c'est parfait, c'est comme, OK, right, t'as 10 personnes, 10 gars, une fille, et ils font un vote pour savoir c'est qui s'ils ont le droit de violer la fille. Ouais. Fait que là, bien sûr, t'as comme, peut-être 8 votes vont dire oui. Fait que, est-ce que Je comprends pas ce clip-là. J'ai quand même dit 8 parce que c'est ça qu'il y a des gars qui sont. Ah bah oui, mais est-ce que si le vote est positif, ça fait en sorte que ça devient un viol éthique? Non. Absolument pas, ça n'a aucun sens. Donc, de dire que la démocratie est une source de vérité ou une source d'éthique, ça ne fait aucun sens. C'est une source de compromis puis de gouvernance pour s'assurer que tout le monde soit un petit peu content, mais au final, ça fait en sorte que personne n'est content. Non, mais tu sais, par exemple, tu voyais quand il y a eu le provincial, mettons tel quartier, comment on appelle ça, le comté, whatever, là, ils votent, t'as 20 000 voix, mais t'en as eu 9 999, puis là 10 001, donc c'est l'autre qui a 10 001 qui passe. Ouais, prends la dernière élection provinciale, le Parti conservateur. Il y a eu 500 000 votes pour le Parti conservateur, ce qui était plus que le Parti vert, ce qui était quasiment autant que... Puis ils en ont eu zéro, je pense. Il n'y a aucune représentation pour 500 000 votes. C'est terrible. What? Ça fait en sorte que moi j'ai voté pour conservateur. Ça fait en sorte que je ne suis aucunement représenté au Parlement. Toi aussi, t'es complotiste. Je vote pour. Je suis pas. Le pire, c'est que je suis pas socialement conservateur, mais bien sûr, je vais voter pour le parti qui me dit qu'il va réduire la taille du gouvernement. Mais il y en a juste un. S'il y avait un autre parti qui. J'ai fait la boussole électorale ce matin. Ouais, je l'ai vu. Là, j'ai posté, j'ai dit... J'ai pas vu d'ailleurs, il était où le libéral? Il est un petit peu à gauche. Un petit peu à gauche. Ah ouais, c'est pas censé être un parti... Ah ok, ouais. Comme centre-gauche. Ok, centre-gauche. Ouais, mais dans ma tête, là, tu sais, je veux dire, le Parti conservateur du Canada, c'est un parti de centre, là. C'est pas un parti de droite. Parti de droite. C'est pas... Plus que le libéral, mais pas non plus... Mais bref, fait que là, moi, j'étais vraiment déçu parce que j'étais... le NPD, il est quand même pas mal à gauche que le Parti vert. Hein? Ben oui. J'aurais cru que le Parti vert aurait été le plus extrême. Extrême gauche, le NPD, là, mais ils vont perdre... Je veux pas faire de prédictions parce que là, ça va sortir dans le futur, puis là, les gens vont dire, Ali, il sait pas prédire l'avenir. Je sais prédire l'avenir. Vas-y. C'est juste que je la prédis pas, donc je peux pas me tromper. Là, dans mon post, je dis, je suis vraiment déçu à cause que je pensais être à droite de Maxime Bernier, mais ça a l'air que non. Non. Ah, t'es presque, hein? On est pas mal égal. Donc, bref. Oui, il m'inspire pas confiance, ce gars-là. Moi non plus. Il posait la question sur 10, à quel point est-ce que vous faites confiance aux politiciens? Ah ouais. Moi, j'ai répondu 0 à chacun des politiciens. Et sur 10, à combien évalue la compétence du politicien? Ouais. Est-ce que tu serais politicien si tu avais des compétences? Non! Tu ferais autre chose, right? T'es bon pour... C'est un concours de popularité, donc t'es populaire. Nice. Félicitations. Fait que tu votes sur des promesses, puis tu as comme une chance sur 10 qui se réalisent. Là. Quand est-ce que les gens réalisent leurs promesses électorales? Le seul politicien de ma vie que j'ai vu que vraiment... Il y a 2 politiciens.
trois politiciens que je connais qui ont respecté leur promesse électorale. Okay. Javier Milei en Argentine, qui est rentré au pouvoir, qui a dit, moi, je vais couper un ministère sur 2. Puis je vais rétablir l'équilibre budgétaire, puis on va faire des surplus, puis je vais enlever la crise de l'inflation. À l'intérieur d'une année, à l'intérieur de 3 mois, il a rétabli. C'est 3 mois que ça a pris. En tout cas, vraiment pas longtemps, il était capable de rétablir l'équilibre budgétaire, puis après 1 an, il y avait un surplus. Il a coupé, à l'intérieur de ses 3 premiers mois, la moitié des ministères, comme il avait mentionné. Puis l'inflation est passée de quelque chose comme 30% par mois à genre 1 ou 2% par mois. Ça reste quand même 12-13% par année, mais c'est comme vraiment moins pire que ce que c'était. Fait que Javier Milei, Bukele, au El Salvador, qui avait fait une promesse électorale, entre autres sur Bitcoin, puis sur le crime, puis tout le reste, 100%, il a tout fait ses promesses électorales. Puis là, c'est pour ça qu'il y a un taux de satisfaction là-bas de genre 90%. Là, tout le monde est comme moi, mais c'est parce que c'est un dictateur. C'est sûr que son taux de... J'ai été au El Salvador, j'ai parlé avec les gens. Tout le monde l'adorait. Même que j'étais à l'aéroport. Et il faut comme que tu payes un visa pour rentrer. Tu donnes $20 de bribe pour qu'il laisse rentrer. C'est une bribe. Une bribe officielle, disons. Puis là, j'ai dit, est-ce que je peux payer en Bitcoin? Puis la petite madame, elle est comme, non, on prend juste l'argent, blablabla. Fait que là, j'ai fait comme, je suis venu pour ça. Fait que là, elle était toute, one minute. Là, elle se dépêchait, elle a été chercher son petit terminal de paiement, là. Fait que là, j'ai payé en Lightning à l'aéroport, puis elle était donc bien contente de réaliser dans sa tête qu'à cause de Bukele, il y a des gens qui sont venus pour explorer leur pays puis regarder à quoi ça ressemblait. Fait que définitivement, Bukele, 100%. Ensuite de ça, Donald Trump. J'ai jamais vu, écoute, tout ce qu'il dit, qu'elle t'aime ça ou pas, il est en train de le faire. Fait que, moi, j'adore, c'est voir les vidéos. J'ai jamais voté la CAQ, ok. Dès le début que François Legault est sorti, même si j'étais plus enclin avec, c'est vrai que je suis quelqu'un plus de droite, que tous les gens que je connaissais votaient pour la CAQ, même au premier mandat, sa tête me revenait pas. Moi, j'ai été élevé par un pervers narcissique, manipulateur, mythomane, donc on dirait que je l'ai catché, je dis je sais pas. Puis j'adore revoir ces vidéos quand j'étais ministre de la Santé en 2001, ce qu'il disait, puis maintenant 25 ans après, ou quand il a dit en 2017-2018 que jamais il coupera dans les services, dans les transferts en santé, etc. Quand il parle le mode de scrutin qu'il allait le faire, puis qu'il a rien fait, là. Le 3e lien, tu sais, toutes les promesses, puis que les gens revotent pour ça, je suis comme, tu sais, comme là, Cornet, qui disent oui, mais il est nouveau. Alors que c'est pour ça qu'il a détruit justement Poilièvre, qui disait sur leur vote site, il y a encore marqué que Cornet est l'économiste en chef, puis le conseiller économique de Justin. Puis que lui il dit c'est pas vrai, puis donc c'est quoi, votre parti c'est des menteurs pour avoir mis ça sur votre site internet. Je me dis je suis découragé de la politique. Je suis vraiment découragé. On a vu avec Marine Le Pen en France avec le Rassemblement National qu'ils avaient tous des emplois fictifs. Qui se servaient dans la caisse pour des emplois, aussi des emplois fictifs qui donnaient aux cousins, à la tante, le père, etc. Je te dis, punaise, il y en a pas un pour rattraper l'autre, en fait. Donc, faire confiance aux politiciens. Mais, c'est pas, okay, ça, j'ai de l'air vraiment extrême contre les politiciens en disant que c'est des mauvaises personnes, mais les gens ont leur propre intérêt à cœur, toujours. Ouais. Fait qu'il faut que le système fasse en sorte que l'intérêt des gens soit pour le bien des autres. Et il n'y a pas grand système qui permet de faire ça. Hein? Et le système capitaliste, puis that's it. La façon que ça fonctionne, je veux dire, moi j'ai travaillé longtemps dans des OBNL au début. C'est ça qui a fini par... j'ai lu mon livre sur l'économie, après ça j'ai été travailler dans un OBNL, puis ça m'a radicalisé. Comme c'est incroyable. Ils font le plus... leur travail, regarde, c'était pour une maison des jeunes. On avait un budget X par année. Moi, à mon sens, la chose la plus importante, c'était d'être capable d'économiser sur ce budget-là pour être capable de faire des activités puis d'acheter du matériel pour les enfants pour faire en sorte de maximiser leur expérience là-bas. Moi, je te payais avec une subvention gouvernementale, avec le truc d'étudiants d'école, été-école ou quelque chose dans le genre. Hein. Avec une partie d'année, j'avais ça, puis une autre partie d'année, j'avais une autre subvention pour payer mon salaire. Et pendant ce temps-là, il y avait une coordonnatrice qui était payée 35-40 $ de l'heure. Moi, je te payais 10, 12,50 peut-être. Et elle maximisait son temps de travail pour être capable de se biller le plus d'heures possible. L'autre personne qui travaillait, il y avait comme 2 coordonnateurs pour cette maison des jeunes-là. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait les payes.
Et il chargeait, je pense, c'est 15 heures par semaine de travail. Il venait même pas à la maison des jeunes. Il venait jamais. Là. Il venait une fois par mois faire le conseil d'administration. C'est tout. Il chargeait 15 heures par semaine à 30 pièces de l'heure pour faire des payes. OK. Puis il faisait pas de paye? Tu peux automatiser des payes. OK? Même dans le temps, là, les Netris, ça existe depuis longtemps. Oui. Tu peux mettre ça sur le pilote automatique, ça peut ne rien coûter. Fait que tout cet argent-là qui s'en va en salaire, qui aurait dû aller pour les enfants, à mon sens, c'est moralement répréhensible. C'est evil faire ça. Parce que tu voles l'argent des gens sous un prétexte de faire du bien alors que tu fais de mal. Et la personne, la coordonnatrice puis le coordonnateur qui était là, je leur en veux pas. Parce qu'ils sont juste rationnels. C'est juste que le système, puis la façon que le système est fait, n'encourage pas que l'égoïsme des gens soit pour le bien public. Ça encourage juste que les gens essaient de maximiser l'extraction de valeur du gouvernement. Et puis c'est pour ça que quand on voit là, les grosses subventions aux États-Unis là, avec le Doge, là, les gens sont comme donc ben outrés que le Doge il coupe dans un paquet de choses. La façon que c'est structuré, c'est que là, tu as le gouvernement qui investit dans un paquet d'organismes à but non lucratif. Et ces organismes-là, ils font juste... Tu sais, t'as comme le parti qui paye l'organisme, et ensuite de ça, mais t'as comme le cousin de l'autre qui cherche une job, qui dit « Ah, mais là, tu vas être directeur des opérations pour tel OBNL. » Puis tu vas avoir un salaire de 250 000 $. Au final, c'est ça, la game. Ah bah oui. Et non seulement ça, mais ensuite, c'est parce qu'ils utilisent les OBNL pour être capables d'intervenir dans le marché en faisant des choses qu'eux autres mêmes n'ont pas le droit de faire. Mais si c'est un OBNL qui le fait, c'est correct. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que ça, c'est de la compétition déloyale pour les entrepreneurs. Je vais prendre un exemple. Alias Entrepreneur, qui malheureusement maintenant est en train de fermer leur porte. J'aime énormément Serge Beauchemin. C'est un entrepreneur que j'estime énormément. Et une des raisons pourquoi il ferme Alliance Entrepreneur, c'est parce qu'il vivait des subventions. Puis il a dit, moi, c'est impensable que j'ai parti ce projet-là, puis que maintenant, c'est sur le respirateur artificiel, puis que c'est pas indépendant, puis que ça se fait vivre par l'État, par l'argent des autres. Fait que kudos to him pour avoir pris cette décision-là. Mais, tu sais, moi, je les connais très bien, là, la gang qui était là-bas. Et il me disait, hey, Olivier, on a la subvention, où il se faisait payer, je pense, c'est 10 ou 15 000 $ par mois en publicité par le gouvernement. Donc, eux autres, ils pouvaient aller sur Google AdWords, puis juste tout prendre les mots-clés. Tu sais, comment est-ce que moi, qui a la même mission avec la tranchée, est capable de faire compétition à quelqu'un qui reçoit... tu sais, il y a des mois que je fais ça, 15 000 $. Tu sais, fait qu'ils reçoivent mon chiffre d'affaires en subvention payé par mes impôts. Je paye pour me faire compétition à moi-même. Et non seulement ça, mais tu sais, il y a une crise d'emploi en ce moment. Personne n'est capable d'avoir la main-d'œuvre. Mais c'est sûr, elle est payée 40 pièces de l'heure dans un OBNL. Bref. Salut, là, les gens dans les maisons des jeunes qui m'écoutent. Ah, j'ai travaillé aussi dans un organisme, un très gros, la Mission Bon Accueil, qui est très, très gros à Montréal. Puis j'ai vu un petit peu les dessous. Mon père était directeur là-bas. Puis c'est vrai que moi je crois peu. C'est pour ça que je disais la fois passée, je ne donne pas dans ces fondations puis des trucs comme ça. J'ai pas confiance non plus là-dedans. Je suis trop. À mon sens, la meilleure façon de faire ta part pour la société, c'est d'offrir le meilleur produit ou service que tu es capable d'offrir au prix le plus compétitif que tu es capable de faire. Ouais, créer de la valeur. Puis de faire en sorte que quand la personne elle achète ton produit, elle se dise « Oh my God, merci d'exister. Si c'était pas de toi, je serais dans le mal. » Ça, c'est faire fonctionner l'économie. Ce que je te propose, c'est qu'on se refasse un épisode juste après les élections. Les briefings. Ouais. On pourrait streamer, on pourrait faire un live stream. Parce que j'avais la plein soirée de sujets à aborder, mais là, ça fait déjà plus d'1h30. Donc, je veux comme pas étirer ça, mais j'aimerais ça refaire un autre épisode, parce que j'avais des gros sujets à parler aussi, mais je pense pas que mon énergie sera pas assez... T'arrêtais pas de m'interrompre, là. Ouais, non, je sais, mais ça, c'est parce que j'aime ça faire ça. Mais j'aimerais ça tu sais, je voulais parler plus de finances, encore d'investissement, qu'on creuse un peu le Bitcoin, qu'on creuse l'entrepreneuriat, puis je pense que les gens aussi aimeraient t'entendre parler là-dessus aussi. Puis, comme ça, quand tu dormiras pas la nuit... Ma famille puis mes amis ils veulent vraiment pas m'entendre parler de Bitcoin. Okay. Ils sont vraiment tannés. Okay. J'ai recommencé à en acheter, il y a pas longtemps, ouais.
dans le fonds BlackRock, dans le fond. Ouais. J'ai commencé à acheter ça. Puis, parce que j'en avais acheté à l'époque, j'ai tout vendu, parce que j'étais tanné, là. Tu sais, je le comprenais pas, le Bitcoin. Donc, tu sais, quand tu comprends pas le truc, tu dis, bon. Ouais. Écoute, on achète Bitcoin au prix qu'on mérite de le payer. Et si t'as pas fait tes devoirs avant, là, tu le payes plus cher. Ouais. C'est ça qui est ça. Ah ouais, j'avais commencé à acheter à 28 000. Mais, ouais, US. c'est ça, ouais. Mais ça avait redescendu, là. Ça avait monté à 76, après ça a redescendu à 16 000 US, je pense. Après ça avait remonté. Une des choses qu'il faut faire vraiment attention, quand il y a autant de volatilité que ça, je pense que la chose la plus importante à se rappeler, c'est qu'il faut minimiser le levier et les dettes. Moi, j'ai perdu énormément d'argent à cause de ça l'année passée. D'ailleurs, dans le creux du Bitcoin, moi, je m'étais quand même un peu endetté pendant la COVID. Faire les studios, c'est pas gratuit. J'avais pris le prêt d'urgence là, pour les entreprises. Puis j'avais une carte de crédit aussi qui avait un petit peu d'amour dedans. Mais moi, j'ai toujours eu au moins l'équivalent de mes dettes en actifs. Right? Fait que si je suis beaucoup endetté, c'est pas grave parce que je peux juste me revirer de côté puis éclairer les dettes que j'ai. Sauf que là, quand il y a beaucoup de volatilité, ton ratio actif-endettement change beaucoup. Right? Puis là, ça a été un point où je m'étais fait envoyer un avis de cotisation parce que je suis en retard sur mes impôts. Comme une personne responsable. Je ne suis plus maintenant parce que j'ai une très bonne comptable. Merci, Emma. Il m'avait cotisé à l'aveugle. Hein, parce que j'avais juste pas fait mon rapport d'impôt. Puis bien sûr, quand il cotise à l'aveugle, il cotise beaucoup, tu sais. Fait que là, il fallait que je leur paye comme un genre de, tu sais, comme 40 000 d'un coup. Puis j'avais pas... je n'avais pas ça dans mon compte. Fait qu'il a fallu que je vende du Bitcoin pour être capable de payer ça. Et ensuite de ça, j'avais eu un problème avec une carte de crédit qui traînait, que j'ai jamais utilisé cette carte-là. Puis ils ont décidé d'introduire les frais annuels. Fait ça fait en sorte que pendant 3 mois, j'avais comme un frais annuel, fait qu'un solde à découvert pendant 3 mois. Okay. Et ça détruit ton score de crédit comme ça n'a aucun sens. Ça, plus tes impôts sont pas à jour, les banques t'aiment pas. Okay. Fait que quand c'est venu le temps de refinancer mon prêt d'urgence de 60 000, ils voulaient pas me refinancer. Fait qu'il a fallu que je vende une première shot pour mon capital que j'investis en Bitcoin. Fait qu'il a fallu que je liquide des Bitcoins pour être capable de payer ce 30-40 000 là, plus un autre 60 000 en Bitcoin. Bitcoin était à 30 000. J'ai vendu genre 3-4 Bitcoins pour ça. Là. Il est rendu à 150 000. T'imagines? Fait que la morale de l'histoire, faut pas avoir de dette le moins possible. Maintenant, je suis à 0. J'ai fait comme je ne touche plus à ça. Tout l'argent que j'ai investi est un surplus, est un profit. À part l'hypothèque, je veux plus de dette. Puis tu sais, je sais que ça swing là. Tu sais, oui, faut être capable de faire des centaines de milliers de dollars en un mois ou en une semaine. Puis t'es comme holy fuck, c'est cool. Là. Moi, je préfère bien dormir. Mais quand que tu te fais prendre au dépourvu, parce que c'est toujours au dépourvu, c'est jamais prévu là qu'il y a une crise qui arrive puis que là t'es obligé de liquider tes actifs. C'est ça. Fait que minimiser ça, surtout quand il y a beaucoup de volatilité. Il y a des gens, ce qu'ils font avec leur maison, c'est qu'ils vont faire des hypothèques. C'est une stratégie qui fait quand même du sens, là, parce que tu réempruntes sur la valeur de ta maison pour acheter un fonds d'indice, là. Non, puis en plus, les intérêts sont déduits. Tu peux déduire tes intérêts de tes impôts quand t'empruntes pour investir. T'as des stratégies. Mais moi, je l'avais dit en 2020, j'ai dit à ma blonde, prochaine crise, là, on refinance la maison, puis on achète, puis j'ai pas le gars de le faire. C'est ça, gars, avec deux filles. J'ai pas... non, c'est comme si je me disais, j'ai assez d'argent. Je comprends? Ouais. Je rentrerai pas là-dedans, mais tu sais, je suis moins matérialiste. J'ai vendu ma BM en février. Je me suis acheté une petite Mazda CX-9. Les bandes auto rentraient pas dans mon délai. Donc là, je me dis, bon, j'avais trouvé un système pour attacher le bébé de 6 mois sur le toit avec une petite sangle. Et là, quand je suis sorti, il y a un petit pont, là, ça frottait, j'étais comme, bah... Puis et mon frère, il m'a demandé, est-ce que t'es triste d'avoir vendu ta BM? Puis je dis zéro avec une barre, genre j'y pense même pas. Je pensais avoir un pincement où tu sais ton statut social changeait un peu, puis je suis comme, fermé. On s'en fout. Solide. Oh, ouais. Puis c'est ça, tu sais, beaucoup de monde prône les dettes. Tu sais, les gros entrepreneurs, c'est endette-toi, tu sais, les Robert Kiyosaki, justement. Tu sais, il y a juste Dave Ramsey, je pense, qui dit t'endettes pas. Mais tous les autres, c'est comme endette-toi. Puis moi, je suis comme,
C'est pas. Mais pour un levier pour investir dans une entreprise, c'est pas le même dialogue que pour spéculer en bourse. Non, mais non. Non, ça, Ouais, c'est sûr. Ouais. si tu veux investir dans ton entreprise puis que tu as un plan qui fait du sens, fine, va chercher un prêt. Je veux dire, si t'es jeune, c'est le temps. Là. C'est exactement. C'est le temps d'aller balls deep, pedal to the metal, all in, let's go. Tu sais. Il y a pas mal d'expressions anglaises d'un seul coup. Fuck yeah. Mais puis un peu le même principe. Je veux dire, les gens qui quand on commence à investir dans notre vingtaine, puis là, les gens qui vont regarder, ben c'est sûr que bon, dans ta formation, tu dis qu'il faut avoir un ratio dividende, action, puis tout le reste. Bon, ma philosophie, c'est, regarde, t'es dans ta vingtaine. Ah bah non, moi il n'y a pas d'obligation. All in. Bah oui, moi c'est ce que je dis. À 20 ans, tu pourrais juste avoir du S&P 500 puis du Nasdaq puis te casse pas la tête. Hein. Non, tu peux aller, regarde, 3x leverage Nasdaq. C'est ça, ouais. Ouais, parce que PQQ, let's go. il y a des leviers que tu peux utiliser là, mais En fait, t'as des indices qui sont pre-leveragés pour toi. ouais, c'est ça, exactement, ouais. Mais la limite, c'est 3. Parce que sinon, au-dessus de ça, c'est légal. Mais l'autorité des marchés financiers n'aime pas ça. Fait que... mais sauf que ça swing vraiment beaucoup. Moi, j'en ai, là. Puis, avec ce qui s'est passé avec les tarifs, c'est genre plus 16% dans une journée, moins 28, plus... c'est des chiffres qui ont pas Je sais pas si t'as vu qu'il y a des gens qui avaient parié à la baisse pour les journées, puis qu'il y a eu des très très grosses journées, puis qu'ils ont perdu, qu'ils ont dû tout fermer, là. Ouais. La chose la plus drôle, c'était... parce que ça, c'était pas drôle, mais il y a quelque chose qui était drôle, qui était Donald Trump qui s'en va sur Truth Social dire I would buy the stock market now. Ouais, bah oui, il l'a mis sur Twitter aussi, je pense. Puis après ça, il fait son annonce, puis le stock market, il pump comme ça, pas d'argent. Puis normalement, je veux dire, investir en ayant des connaissances sur comment est-ce que tes actions vont affecter le marché boursier, on appelle ça un délit d'initié. Ouais. Sauf que tu peux pas faire du insider trading if everyone is inside. Non. Si tout le monde est initié, est-ce que c'est un délit d'initié? Non, exactement. Mais je parlais la fois passée de Capital Trade, que tu peux aller voir les trades des gens du Sénat américain. On a tout le temps un délai, je pense que c'est 1 mois ou 3 mois, je pense. Ouais, mais en fait, ils peuvent c'est ça. Ils ont un délai pour le déclarer. C'est 90 jours, si ma mémoire est bonne, qui doivent le déclarer après leur trade. Mais il y en a souvent qui le déclarent la journée même. Okay. Nancy Pelosi ne fait pas. Non, mais je penserais pas. J'ai quelques questions pour toi avant de conclure. OK, let's go. Question à la fin. Faut pas que tu les... faut pas que je les voie. Okay. Avoir une conversation profonde avec Elon Musk ou Barack Obama? Elon Musk. Parfait. Perdre tout ton argent ou toutes tes photos? Mes photos, maintenant, avec le AI, je suis capable de les régénérer. C'est ce que je veux. C'est ça. So, I don't give a... Passer 1 an sans téléphone ou sans voiture? J'ai pas besoin de téléphone. Je vais prendre je peux avoir un iPad? Ouais. Je vais prendre un iPad, non. Ah ouais, Who cares? Check mon téléphone. Ah, je l'ai vu tantôt, c'est quoi ça? C'est une tablette, c'est un iPad. C'est un iPad téléphone. Ah, mais c'est Check quoi? ça, c'est un iPad qui se plie. C'est un Samsung? C'est un OnePlus Open. J'adore. Ah, tu l'as pas mis sur Facebook la fois passée, déjà que t'avais eu? Ouais, je l'ai... en fait, il s'était brisé en le fermant. Donc, je l'avais juste fermé normalement. Okay. L'écran du centre avait craqué. Puis le hinge, dans le fond, le mécanisme de hinge s'était détruit à l'intérieur de l'écran. Fait que là, il était plus bon. Of course. Et il y avait comme des petites pocs, tu sais, sur le hinge. C'est pour ça que maintenant, mon case est assez robuste. Il y avait des petites pocs sur le hinge. Puis, tu sais, quand c'est de ta faute, tu payes pas normalement. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était pas de ma faute, il s'était vraiment détruit, mais en même temps, sûrement, je l'ai échappé il y a 2 semaines, puis là, il était dû pour briser après un nombre X d'ouverture puis de fermeture. Fait que là, quand je les ai écrits, ils m'ont donné un bon de livraison, ils m'ont payé le shipping, express shipping. Ça a pris genre 2 jours. Le lendemain, j'avais un téléphone flambant neuf. Fait que OnePlus, je les adore. Ça, c'est la marque OnePlus? OnePlus. OK. 1+. Est-ce que tu préférais être le plus intelligent dans une pièce ou le plus drôle? Avoir été célibataire et savoir qu'il y a des femmes dans la pièce, j'aurais été le plus drôle. OK. Je suis quand même naturellement drôle. OK. Fait que je suis pas insécure face à ça. Mais j'aimerais être plus intelligent, fait que j'aimerais ça. Mais en même temps, c'est parce que si t'es pas plus intelligent, c'est juste que les autres autour de toi sont moins intelligents. C'est ça. Sauf que si je suis le plus drôle, probablement que les autres personnes qui sont pas drôles sont probablement plus intelligentes que moi. Ou pas, parce que moi, je trouve que l'humour, c'est un grand signe d'intelligence. Bonne question. Si je suis pas la personne la plus drôle, la pièce,
ben, il y a quelqu'un d'autre qui est plus drôle que moi, fait que c'est plus plaisant. Parce que tu peux rire. Tu n'as pas besoin de te forcer. C'est vrai. Fait que je vais prendre être la personne la plus intelligente parce que ça va être moins forçant. Parfait. Maintenant, j'ai quelques petits trucs rapido. Surcoté ou sous-coté? OK. Investir en immobilier. Surcoté ou sous-coté? J'ai le goût de dire surcoté, mais ça fait depuis que je suis né que c'est Tout le monde surcoté. est- Donc, c'est encore bon, sous-coté. Voiture On y va. électrique. C'est quoi? Surcoté ou sous-coté? C'est incroyable, mais il manque de range. Fait que c'est un big no pour moi, je peux pas. J'avais l'intelligence artificielle surcoté ou sous-coté. Mais Sous-coté. je pense que je connaissais ta réponse. Les gens ils disent que c'est surcoté, Ouais. mais il manque de créativité. Ils voient pas à quel point ça va être révolutionnaire. On en a pas énormément parlé tantôt, mais Mais c'est pour ça que je vais refaire un épisode avec toi. Là, ça change. Ouais. Ça change l'économie. Ça change l'économie du savoir. De la même façon que le moteur à combustion a changé l'économie de la force, c'est du labeur physique, l'intelligence artificielle fait la même chose, mais au milieu de l'économie du savoir. Et ça, c'est énorme. C'est une transformation d'accord. fondamentale. Ouais, bah, tu sais, justement, avec ta formation que j'ai pris, tu m'as fait découvrir Zapier. Ça, c'est de base. Oui, mais c'est peut-être de base, mais moi, je C'est le le connaissais premier. pas. Je tu sais. sais, mais l'impact de cette petite affaire-là de base, quand tu connais un peu comment ça marche, l'impact est x20. Fait imagine quand tu t'en vas deep into the weeds, à quel point ça peut être révolutionnaire. On avait avec le gym un programme en ligne où les gens ils faisaient le quiz, ils laissaient leur adresse web, puis il fallait leur envoyer les résultats. Ben puis après une séquence de courriel. Bon ben moi à l'époque, pas cette année mais avant, je prenais chaque adresse courriel, puis il fallait que je leur envoie un courriel individuel. Je mettais une petite Gmail, croix. ouais. Je mettais une petite croix quand c'était fait, j'avais un tableau, puis après je retournais, quand est-ce que je lui ai envoyé, il faut que j'envoie le premier courriel, à lui aussi, il faut que j'envoie le premier courriel, lui je suis rendu à lui envoyer le deuxième courriel, lui je suis rendu à lui envoyer le troisième, je faisais ça chaque jour. Tu comprends? Tu sais, La valeur générée à l'heure était incroyable. déficiente. incroyable, la qualité ouais. donnée. Mais, tu sais, je sais que c'est censé être en rafale, mais ouais, tu peux les consignes. j'ai un non, vraiment pas. J'ai un, mais tu sais, dans le troisième module sur lequel je suis en train de travailler, ça fait tellement longtemps. Moi, je suis tellement pas ponctuel quand je dis que quelque chose sort bientôt. Il faut vraiment pas me prendre au sérieux parce que c'est long. Mais ça va être bon, voilà. C'est sûr que ça va être bon. Ça, on le sait. Et dans le fond, dans le module, je fais une automation qui fait en sorte que quand tu prends quelque chose en photo avec ton téléphone, automatiquement, ça passe dans un AI puis ça regarde c'est quoi. Okay. Fait que est-ce que c'est une photo personnelle? Si oui, ça va juste la prendre, la mettre dans un dossier personal sur Dropbox ou Google Drive. Si c'est une facture, ça va la prendre, ça va la mettre dans un dossier facture et il y a une autre automation qui va s'occuper de prendre la facture, transformer ça en texte, extraire les montants, la date, le vendeur et ensuite il y a une autre automation qui va aller concilier ça dans ton chiffrier de transaction. Fait que tu prends une photo de ta facture, that's it. Pas plus compliqué que ça, tout se fait tout seul. Wow, incroyable. Il y en a un autre, si c'est une carte d'affaires, ça va extraire le nom, le numéro de téléphone, email, ça va rentrer ça dans ton CRM automatiquement. Tu sais qu'hier, hier, on est allé fermer une piscine, ouvrir une piscine de la madame, justement, qui avait le lac à côté. Puis elle avait une piscine fibro. Puis il y a un truc qu'on n'avait jamais vu avec mon partner. Puis là, on n'était pas sûr. J'ai appelé ChatGPT. Bah, tu sais qu'il a réglé le problème pour nous. J'étais sur le cul. Vrai, j'étais comme, voyons donc les connaissances que... Ben, on n'était pas sûr, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait jamais vu ça, ce truc-là avec les débouchons dans les cumoirs. Tu peux le prendre en photo puis l'envoyer puis dire qu'est-ce que tu penses de ça. Ouais, ben là, je l'ai appelé directement. Mais le modèle qu'il utilise pour la voix est beaucoup plus stupide que le modèle qu'il utilise pour le texte, malheureusement. Ah ouais? Parce que sinon, je parlerais tout le temps, je suis tout le temps au téléphone avec. Mais la version qu'il utilise pour la voix est vraiment un peu conne, là. Ok. Ah non, en tout cas, il m'a tout dit parce qu'on comprenait pas ce qui se passait, là. Donc j'étais quand même bien content. Je continue avec mes sous-côtés, surcotés, sous-côtés. L'entrepreneuriat surcoté ou sous-côté? Je suis bullish. Ah ouais? Faudrait qu'on dise bearish ou bullish, en fait. Ok, mais je vais continuer surcoté, sous-côté parce que mon accent anglais est pas Ok. top. On n'aura pas le choix d'être des entrepreneurs. Tout le monde va devoir éventuellement, tu sais, ça s'en va par là. Le pourcentage de gens qui vont être travailleurs autonomes va juste s'augmenter. On en a parlé tantôt avec Uber, puis l'ubérisation de l'industrie du service, ça s'en va par là. Et oui puis non, parce que dans le milieu manufacturier, il y a une consolidation qui se fait. Avant, il y avait comme plein de petits shops avec des CNC qui quotent
qui squattent entre eux pour être capable de faire toute la chaîne de production. Ça, il y a de la centralisation dans tout ce qui est manufacturier. Mais tout ce qui est dans le secteur des services, c'est en train d'exploser puis de se pas de s'atomiser, mais de se morceler. Chaque personne devient de plus en plus indépendante là-dedans. Fait que l'entrepreneuriat, c'est un no-brainer, bro. Faut que tout le monde devrait avoir une business dans leur vie, juste pour comprendre. Ouais, juste pour comprendre c'est quoi le struggle. Puis c'est même pas tant un struggle. Moi, ça a jamais été très, très difficile. J'ai eu des années qui ont été down, mais OK, fine, j'ai pas mal eu le vent dans les voiles tout le long. C'est un mélange de chance puis j'y ai pensé avant. Mais ça change tellement la façon que tu vois les choses que je pense que la première chose, à place d'avoir une première job, il faudrait que tout le monde essaye de se partir un projet. Truc, ouais. Ça, je suis d'accord. Pas besoin d'être genre un seul founder. Mets-toi avec 3 autres amis, là, puis part une business, juste pour te rendre compte à quel point c'est dur de t'entendre avec du monde quand l'argent est concerné. Tu vas finir en chicane, puis tu vas les perdre, mais c'est pas grave, tu vas apprendre. Moi, je suis d'accord. Puis ma dernière question, c'était sur les crypto-monnaies, mais je te la poserai pas. Je vais te demander une autre question que j'ai dans ma tête. Acheter une business sur-côté ou sous-côté? J'ai jamais fait ça. Tu sais, avec là, les boomers qui s'en vont, ils risquent d'avoir plusieurs entreprises à vendre sur le marché. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités au niveau de la modernisation des infrastructures d'une business. Je pense que tu prends une personne comme moi qui aime un peu l'efficacité puis l'optimisation. Là, tu mets ça dans une business qui fait beaucoup d'argent avec des vieux processus. Je pense que tu es capable de couper les coûts de moitié en gardant les mêmes capacités opérationnelles. Puis juste skyrocketer tes profits. Là. Fait que je pense que puis la flipper, je pense qu'il y aurait un modèle de flip de business intéressant à faire si tu es très très compétent au niveau technique. Merci. Ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé. On se revoit pour le prochain. Cassia. Je regarde les gens à la maison. Après c'est quoi les élections? Mais c'est tout ça? Je pensais que c'était comme le 28 avril que j'avais en tête, mais je pense que j'ai perdu ma carte électorale, fait qu'il va falloir que je me renseigne là-dessus et que je détermine c'est quoi. Élection Canada 2025. 28 avril. Oh! Bon, on fera Pile! Parfait. Right on the money. T'avais raison. Ouais, on pourrait faire un petit quelque chose ouais, en lien avec les élections. Puis j'avais aussi d'autres sujets là où je voulais parler, comme je te disais, finance, investissement, tu sais, être un peu plus dive deep dans certains sujets. Mais on aura une structure. Ouais, c'est ça. Sur les prochaines. C'est ma habituellement, je les prépare. Mais c'est parce que c'est intéressant aussi ce que tu dis. Pas tout le temps. Non. C'était quand même intéressant. Donc merci à tous. On se revoit la semaine prochaine pour et votez bien s'il vous plaît. Je ferai pas de comment on dit mettre ça dans la tête à quelqu'un, une petite inception là avec des messages subliminaux. Tu sais que pendant qu'on passe, il y a des trucs de poilièvre qui passent en arrière. Faut faire la psychologie inverse en fait. Faut que tu dises aux gens allez voter libéral, sinon vous êtes des mauvaises personnes. Votez libéral, sinon vous êtes des trous de cul. Je peux remettre Crowley. Let's go. En arrière ici. Puis ça pourrait être aussi mon thumbnail. Ça pourrait être Crowley quand je vais publier l'épisode. Merci tout le monde. À bientôt. On va faire la style. Attends un peu, je vais juste. Je vais montrer mes bices. Bonne journée tout le monde.